Dans la deuxième partie de ce chapitre-là, notre fameux chapitre 3, on va parler du développement cognitif, de notre nourrisson, comment ça pense un bébé, comment il résout les problèmes, quelle stratégie il va prendre pour résoudre les problèmes. C'est de ça qu'il va être question. Il va être question aussi de mémoire chez le nouveau-né. Ben, le nourrisson. Nous allons commencer par définir ce qu'est l'apprentissage. L'apprentissage, c'est cognitif. Bien sûr, on se sert de notre merveilleux cerveau pour enregistrer des données qui nous viennent de l'extérieur. Il y a des données qu'on enregistre, il y a des données que l'on efface aussi, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on dit dans l'apprentissage? On dit que c'est un changement relativement permanent qui résulte de l'expérience. L'enfant est placé en situation et puis il va développer du potentiel, des habiletés. Marcher, parler, lire. Vous rappelez-vous quand vous avez appris à lire? Moi, je me rappelle très clairement quand j'ai compris comment ça fonctionnait la lecture. Je me sentais vraiment géniale. Dans le même temps, je percevais aussi que la petite voix que j'avais dans ma tête me félicitait. J'étais comme, ouh, ça s'appelle la théorie de l'esprit. Je vais revenir avec cet élément-là qui est important dans la compréhension de la cognition chez le nourrisson. Donc, apprendre à conduire une automobile. Au départ, vous vous rappelez comment c'est assez complexe, toutes les manœuvres qu'on a à faire, surtout quand c'est la conduite automobile manuelle. Quand est-ce qu'il faut changer de vitesse? Pince à clutch, lâche le gaz, change de vitesse, redonne du gaz. Bon, maintenant, c'est devenu un automatisme pour toi qui conduis une automobile manuelle, puis même ceux qui conduisent une automobile automatique, il y avait quand même beaucoup de choses auxquelles vous aviez besoin de vous concentrer, porter votre attention. Maintenant, c'est automatique, ou presque. Jouer au tennis, pratiquer n'importe quel sport, finalement, c'est de l'apprentissage. On a parlé de réflexes précédemment. Alors, le tété, pour s'alimenter chez l'enfant, dans les premiers mois de réflexe, quand on parlait des réflexes néonataux, c'était ça. Mais à un moment donné, l'enfant apprend à modifier. Ce réflexe-là disparaît, premièrement, mais ça devient un acte volontaire de téter. Pleurer, c'est un apprentissage, oui, parce que l'enfant, il apprend quelle sorte de pleurs va faire réagir son parent. Puis le parent apprend lui aussi de l'enfant, il apprend à reconnaître les pleurs de la faim, les pleurs de l'enfant qui est fatigué, l'enfant qui a le goût de se faire prendre dans ses bras, l'enfant qui se fait mal. Oh, ça, là, le cri rythmique fondamental, c'est celui-là quand il a faim. Mais le cri de douleur, il est vraiment différent. Ces deux-là sont très différents. Le sourire, c'est un apprentissage. Au départ, l'enfant, oui, va avoir des petits sourires réflexes, mais à un moment donné, il va réaliser que on sourit à ses sourires, il répond à nos sourires. Puis il perçoit ça comme étant un renforcement. Alors, c'est de l'apprentissage vraiment de base. Mais c'est un apprentissage, ce sont des apprentissages. Comment se font les fameux apprentissages? Bien, tout passe par les sens, au départ. L'enfant reçoit de l'information, la vue, le toucher, le goût, l'odorat, ça c'est toutes des choses dont on a déjà parlé, même le sens kinesthésique qui permet à l'enfant, par exemple, de passer du quatre pattes à debout. D'ailleurs, le quatre pattes à debout, je vous ai dit qu'il y a des enfants qui ne passaient jamais par le quatre pattes. Ils vont avoir, par exemple, roulé sur le sol, s'être tenus debout, caboter le long des meubles, puis à un moment donné, ils se mettent à marcher. Bien, ces enfants-là, quand ça se fait sous une très courte durée, eh bien, ils sont plus à risque de se faire des petits bobos. Pas passer par le quatre pattes, c'est pas son choix à lui, ça s'est fait comme ça. Mais lui, il y a beaucoup plus de chances qu'il se fasse des prunes dans le front en se dirigeant directement sous la table en courant. Il pensait qu'il passait, mais il y a une petite bavette le tour de la table, et puis poc, dans le front. Fait que c'est aussi à cette période-là, quand les enfants commencent à marcher, que nos parents nous demandent toujours, as-tu des photos de la petite? As-tu des photos du petit? Ben oui, s'ils envoient des photos d'un bébé battu, là, on dirait qu'il a été battu, c'est jamais dans le bon temps. Hein? Mais c'est ça, la première année de vie, là, rendu à un an jusqu'à 18 mois, là, il y a des petites prunes un peu partout.
Puis là, bon, on vous regarde de travers dans ce temps-là. Ben non, il faut bien le laisser expérimenter, là. Quand je dis « Wow, va pas si vite », il y a des chances qu'il se plante pareil. La mémoire est impliquée dans les apprentissages, bien sûr. On n'est pas toujours obligé de réapprendre. Souvent, on dit tu as fait du vélo dans ta vie, tu vas savoir ça, c'est pour la vie. Faire du patin, c'est pour la vie. Je suis d'accord avec vous. Mais si ça fait 30 ans que tu n'as pas mis les patins, tu dis ça ne peut pas m'arriver, j'ai pas 30 ans. Là. OK, je le sais, là, mais mettons dans mon cas, moi, ben, quand je me remets les pieds dans des patins, il y a bien des chances que je ne sois pas très habile. L'apprentissage va être réactivé et puis, après un certain temps, je vais retrouver quasiment les mêmes habiletés que j'avais quand je faisais du patin étant adolescente. Je dis bien quasiment, hein, parce que les pentures sont un petit peu plus raides, ça c'est sûr. Donc, les apprentissages, on dit que c'est relativement permanent, donc il y a un bout de temps où est-ce qu'il n'y a rien qui se passe et tu peux les réactiver et tu vas te retrouver à un bon niveau. On dit que la mémoire est impliquée, bien sûr, pour que l'enfant puisse reconnaître des situations déjà vues et les généraliser aussi. L'exemple ici que l'on voit, on voit un petit enfant qui est en train de jouer avec une petite maisonnette. Oui, il a placé les objets, il sait où se placent les objets, il sait dans quel jouet se retrouvent ces objets-là. Donc, il va les répéter, il va répéter ces mêmes gestes-là. Puis, à un moment donné, il va même essayer de jouer autrement avec ces jouets-là parce qu'il est comme saturé de la façon dont ça fonctionne. Et puis, lui, ses règles d'enfant, c'est des règles d'exploration. Donc, on ne peut pas... Vous savez, quand on fait des cassettes avec les enfants, le jeu, c'est de remettre tous les morceaux à leur place pour créer une image. Mais quand l'enfant a fait ce casse-tête-là plusieurs fois, il le fait vraiment, vraiment rapidement, ça n'a plus d'intérêt, ce jeu-là. Il faut passer à un autre type de jeu. Et c'est dans ce temps-là aussi qu'il peut servir des morceaux de casse-tête pour faire d'autres choses. Faire semblant, par exemple, que c'est un œuf dans une poêle. Il y a une petite cuisinière, là, puis il met les morceaux de casse-tête, puis pour lui, c'est du bacon ou des œufs. Donc, la créativité, l'imagination est mise en place pour, justement, ça fait partie de ses nouveaux apprentissages. Il a fait des liens, lui. Il a vu quelque chose, il a fait des liens, puis il l'a interprété à sa façon, puis c'est ce qu'il est en train de faire. L'esprit de l'enfant est en ébullition et l'enfant est extrêmement curieux. Alors, donnez-lui l'opportunité de vivre des nouvelles expériences puis de laisser aller son imagination comme il veut. Toujours sans qu'il y ait du danger, hein, j'allais dire en danger, sans le mettre en danger. Je vous ai donné un petit exemple ici par rapport à l'apprentissage, marqué réagit à la voix de son père qui vient d'entrer dans la maison. En fait, cette voix-là est une voix connue. Il l'a appris, il l'a emmagasiné. Si c'était la voix d'un autre homme, disons qu'il ne voit pas la personne entrer dans la maison, il entend cette voix-là, il va réagir différemment. Si c'est une voix connue, ben ça va entraîner une connue de quelqu'un qui apprécie, c'est sûr que ça va entraîner chez lui de l'excitation. D'ailleurs, il y a même des séquences, l'enfant apprend à quel moment le parent arrive à la maison. Il ne sait pas l'heure, mais si c'est régulier, bien entendu, puis qu'il sait que toujours après son émission de télé, eh bien là, la voiture arrive dans la cour et dans la voiture, il y a papa, eh bien son excitation va commencer avant même que l'émission de télé soit terminée. Il va se placer à la fenêtre, sachant que papa va s'en venir. C'est la mémoire là, qui est en jeu. Là. Puis ça devient pour lui, c'est ça, comme une routine. Bien sûr, si c'est pas une routine que le père arrive à telle heure ou la mère arrive à telle heure, il va s'accrocher sur d'autres facteurs temporels, des situations temporelles qui vont lui procurer du plaisir. Il va réagir à d'autres choses, bien sûr. L'heure des repas, par exemple. Bon, l'heure des repas, pour lui, ça peut être justement associé à une séquence dans la journée. Les enfants, ils ont besoin de routine. Vous, comme adulte, jeune adulte, vous vous dites « la routine, ça me tue ». Et les enfants, pour eux, c'est ça qui amène beaucoup de sécurité puis qui diminue le stress. C'est le fun, il y a de la nouveauté, mais ils adorent aussi la routine. Parce que c'est ça, ça devient prévisible. Puis quand ils arrivent à l'intérieur de cette routine-là, c'est à partir de là qu'ils peuvent commencer à explorer d'autres choses, à détourner un peu de la routine, expérimenter autre chose, parce qu'ils savent qu'il peut toujours y revenir à cette routine-là. Donc, même quand vous êtes en voyage avec des enfants, assurez-vous qu'il y a des choses qui ressemblent à la vie au quotidien. L'heure de sieste, les heures de repas,
Nous, on peut facilement sauter un repas. Tu dis, ouais, ça me gargouille dans le ventre. Mais l'enfant, lui, non, ça fait partie de même sa sécurité métabolique, puis ça peut le rendre un petit peu marabout, parce que quand il a faim, hein. Donc, c'est ça, il est bien cyclé. Puis c'est cette routine-là, finalement, qui va le rassurer. Il peut en dévier un petit peu pour amener un peu de nouveauté, mais maintenir ce qui est la base. En tout cas, tout ce qui est la base des rythmes physiologiques, là, ça, il faut le maintenir. L'heure du coucher, l'heure du bain. Vous allez peut-être l'expérimenter, mais vous allez voir que les enfants, si l'heure du bain, c'est toujours après le souper, par exemple, eh bien, essayez pas de donner un bain le matin. Je dis pas que vous ne pourrez pas le faire, mais ça n'aura pas la même, il n'y aura pas la même compréhension de la situation. Lui, ça le mêle. Qu'est-ce que je fais là? C'est pas l'heure du bain d'habitude, puis il n'y a pas de mots là, mais il va vous le démontrer. Pour revenir à nos conditionnements, vous vous rappelez du behaviorisme, bon ben, le conditionnement répondant, je vais juste vous le remettre en place, c'est des apprentissages qui sont basés sur des associations entre des stimuli, en fait, un stimulus neutre, puis une réaction réflexe. Donc, ces associations-là se font, et puis, c'est des apprentissages qui sont pas permanents. Dans les conditionnements, c'est pas permanent parce qu'on peut désapprendre aussi. Mais c'est quand même des apprentissages qui se font rapidement, qui se font à partir de notre base réflexe, si vous voulez. De l'air dans les yeux. Si je vous envoie de l'air dans les yeux, vos yeux vont, un jet d'air, comme quand vous allez chez l'optométriste, puis qu'ils vous font le fameux test de pression de l'œil pour savoir si vous souffrez de glaucome ou pas. Bon, il va voir la pression de ton œil, il t'envoie un jet d'air, mais tu le sais, tu l'as appris que c'était ça. Quand tu arrives vis-à-vis cette machine-là, puis tu as beau essayer de garder ton œil ouvert, quand tu reçois le jet d'air, tu vas cligner des yeux. Puis à partir de ce moment-là, chaque fois que tu vas aller voir dans cette machine-là, à tes tests de vision chaque année ou tous les 2 ans, tu as tendance à vouloir fermer l'œil avant même que le jet d'air arrive. Même chose, un flash photo, quand on prend des photos dans une pièce à l'intérieur de la maison, vous utilisez le flash pour avoir une meilleure définition. Eh bien, essaye de ne pas fermer les yeux après avoir eu le flash dans le visage, ça va le faire. Puis l'enfant, après ça, dès que tu te présentes avec ton appareil photo dans sa face, tu sais, coucou bébé, maman va prendre une photo de toi, il va fermer les yeux bien avant, parce qu'il sait que ça peut l'éblouir, puis ça chatouille un peu, c'est pas très agréable. Les exemples que je vous avais mis, la sonnerie du micro-ondes, bien sûr, l'enfant a appris que c'est lié à la satisfaction d'un besoin. Il fait le lien entre les youm 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 youm, ça fait du bien, et cette sonnerie-là. Donc, tout ce qui est d'ordre physiologique, réflexe, que l'enfant apprend, on va le mettre au niveau du conditionnement répondant. Ça peut même être une mélodie qui est associée à quelque chose, à la satisfaction d'un besoin particulier pour l'enfant. Un exemple de mélodie, beaucoup d'enfants ont au-dessus de leur lit un mobile où ils ont des jouets musicaux. Ces jouets musicaux-là, on les craint. Souvent, c'est des musiques douces qui sont à l'intérieur. C'est pas du heavy metal qu'il y a dans les jouets de bébé. Là. On craint ça, puis c'est associé à quoi? C'est associé à l'heure du dodo. Alors là, l'enfant peut même, dès qu'on commence à craquer le petit personnage, ben, il va se placer, puis s'il a tendance à se coucher en petite boule ou en petite grenouille, là. Il y en a qui dorment comme ça, des bébés dorment en grenouille. Ben, il va s'installer comme ça, va prendre sa doudou préférée, va se mettre à la caresser, sucer son pouce. C'est comme, ça fait partie, oui, de son rituel qu'il a appris, mais c'est quand il entend le cric, 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 il se positionne, puis là, il sait que tu vas frotter son petit dos. Pendant qu'il va faire sa petite tortille, je veux dire, il fait son petit nid avant de s'endormir, on frotte son petit dos. Donc là, c'est un apprentissage, c'est un conditionnement répondant. Il entend cric, 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 et voilà. Là, il se met en action, il sait que c'est le moment où est-ce que c'est la détente. Mais ça, si vous avez un bébé qui est facile à endormir, parce qu'il y en a que tu crains que le petit bonhomme, là, il va se mettre à hurler, ça veut dire qu'il faut qu'il se couche. Puis ça ne tente pas. Il aime bento ça, être réveillé. Il se passe tellement de choses quand on est éveillé. Puis il ne sait même pas, lui, s'il y a un lendemain, là. Alors, c'est ici, maintenant, je veux que ça continue. Même si, là, je suis enragée, là, j'aime mieux que ça continue. Et bien sûr, pour nos behavioristes, encore une fois, il est question du conditionnement opérant. Donc, opérant, c'est récompense, punition. Donc, les renforcements, ce sont les récompenses.
Et c'est pour augmenter la probabilité d'apparition d'un comportement souhaité. Tandis que la punition, c'est pour diminuer la probabilité d'apparition d'un comportement qu'on ne veut pas voir apparaître. Donc, l'enfant qui fait des crises pour avoir du chocolat, puis qu'on lui donne du chocolat, il va en refaire des crises parce qu'il sait que ça marche. L'enfant qui fait le clown, justement, pour avoir de l'attention, il fait des petites grimaces, des petites ballons, ben, il va en obtenir encore. Parce que le sourire de la personne, l'attention qu'il reçoit, c'est une récompense. Il va le refaire. Une punition, ben, j'ai marqué l'enfant qui arrête de frapper sa sœur parce qu'on l'envoie en retrait, ben ça, c'est une punition. Puis c'est une punition négative. Négative dans le sens où on lui retire notre présence. On le retire d'un moment où est-ce qu'on pourrait faire des choses intéressantes ensemble, puis on retire notre attention aussi. Parce qu'un enfant qui fait du trouble, des fois, si on s'en occupe beaucoup, parce qu'il fait du trouble, là, ça devient un renforcement positif. Il va continuer de faire du trouble, comme notre bébé qui veut du chocolat, puis qui fait une crise, qui se roule sur le sol. C'est ça. Donc, le conditionnement opérant, c'est ça. Je peux vous donner un exemple d'ailleurs. À un moment donné, j'étais avec ma fille, on était à l'épicerie. On est enceinte par de ses oreilles, donc elle c'est ma deuxième, fait que je suis la plus vieille qui est beaucoup plus calme, et puis j'ai la deuxième, qui commence à me faire une crise justement pour avoir du chocolat, parce que dans les épiceries, le chocolat est à la hauteur des enfants. Et il y a encore des épiceries en tout cas où c'est comme ça, donc elle en voulait, j'ai dit non Manu, tu n'auras pas, non. Elle se garoche sur le sol, elle commence à se rouler, puis derrière moi, il y a des personnes âgées. Puis là, il me regarde avec des yeux foudroyants, dit, comme t'es un enfant mal élevé, t'es pas capable de l'élever, puis en plus, la petite, elle se roule, plutôt que de la prendre puis de donner sa barre de chocolat puis de dire, bon, ben là, ça suffit, puis elle s'en va dans l'auto. Non, je l'ai juste tassé avec mon pied, elle était sur le sol, j'ai tassé, puis c'est ça, j'avais mon était en avant, puis j'avais ma bédaine, puis j'avais mon autre bébé dans les bras, parce que j'ai été enceinte quand même assez souvent. Puis j'ai juste tassé avec mon pied, et puis j'ai dit, Manu, tasse-toi, maman, il faut qu'elle paye. Ma fille s'est levée debout, les deux petits poings sur les hanches, enragée ben noire, parce que je n'avais pas répondu à ses attentes. Je me suis foutu des regards foudroyants des personnes qui étaient derrière moi, mais chose certaine, je n'ai jamais ramené ma fille à l'épicerie. Avec moi, je faisais l'épicerie seule, ou plutôt non, moi, je n'aime pas ça faire l'épicerie. J'envoyais le conjoint faire l'épicerie. C'était pas une sortie agréable cette fois-là, mais l'enfant n'a pas gagné. On va pas renforcer ça, du roulage, roule-toi sur le sol. C'est devenu mon expression d'ailleurs. Quand mes enfants n'étaient pas de bonne humeur puis qu'ils faisaient des crises, roule-toi sur le sol. Ça les fâche encore plus. On se prend ça déjà, une petite capsule de vie. Quand il est question de développement cognitif, donc tout ce qui touche l'intellect, l'intelligence, la mémoire, et tout ça est la capacité de résolution de problèmes, eh bien, on pense à Jean Piaget. On en a parlé au tout début de la session, notre cognitiviste, qui, lui, a étudié le développement intellectuel des enfants de l'adolescence, de l'enfance, de la naissance, jusqu'à l'adolescence, puis a établi des stades de développement cognitif pour nous dire comment un enfant pense, puis c'est quoi l'évolution qui se fait dans son raisonnement. Ce sont des stades, donc c'est qualitatif, c'est pas quantitatif, c'est pas le nombre de mots que l'enfant est capable d'emmagasiner qui intéresse Jean Piaget. C'est la signification des mots, ce que lui appelle des schèmes. Voilà. Donc, le premier stade de développement cognitif que l'on a par rapport à Piaget, eh bien, c'est le stade sensorimoteur. Facile à retenir. Sensorimoteur. Les sens et la motricité. Comment l'enfant découvre le monde? Ben, c'est avec ça, tout simplement. Et puis ça va de la naissance jusqu'à 24 mois, donc 2 ans. Au tout début, les acquisitions, c'est juste des exercices réflexes. Vous vous rappelez tous les réflexes néonataux? C'est ça. Ces réflexes-là disparaissent et apparaissent des comportements volontaires. Donc, tout début de la phase sensorimotrice, c'est ça qui est. Et puis l'enfant rampe sur le sol, touche à des objets, regarde des choses, ce qu'on lui propose, puis ça, il l'emmagasine dans son petit cerveau et il l'imprime dans sa mémoire, puis il en rejette aussi. C'est la mémoire n'emmagasine pas tout.
Si ça commence avec des réflexes, ce stade-là, ben, il se complète par ce qu'on appelle des combinaisons mentales. La fin de cette évolution-là. Vous avez d'ailleurs le tableau des stades dans votre volume, mais je retiens votre attention juste sur ces parties ici que j'ai dans le diaporama. Donc, les combinaisons mentales entre 18 et 24 mois, qu'est-ce que ça implique? Bien, ça implique la résolution de problèmes simples. Ici, j'ai marqué « provoquer une diversion pour obtenir le jouet d'un autre enfant ». Pousser un tabouret et y grimper pour atteindre un pot à biscuits. Il a vu où étaient les biscuits, puis il a réalisé qu'on pouvait grimper sur quelque chose, et puis là, oups, je vais atteindre mon objectif. La fameuse boule, je pense que vous devez l'avoir eu. Hein? Beaucoup d'étudiants me disent, oui, je l'ai eu, moi, mes enfants, ils ont eu cette boule-là où tu dois insérer les formes. Puis au début, quand on prête ce jeu-là à un enfant, il n'essaye pas de rentrer les formes dans la boule. Il ne comprend pas le jeu. Tout ce qu'il fait, c'est mettre les blocs dans sa bouche puis taper sur la boule. À un moment donné, il voit qu'est-ce que c'est que le jeu. Quand il a acquis cette capacité-là de motricité fine pour insérer les blocs, eh bien, là, il va faire ce casse-tête-là jusqu'au jour où est-ce que, ben là, c'est plus intéressant de faire ça parce que je sais exactement ce que c'est. Il y a un étudiant qui m'a dit, il dit, moi, ce jeu-là, je l'aimais beaucoup, mais mon jeu à moi par rapport à ce jeu-là, c'est d'essayer chaque pièce dans le mauvais trou et de terminer par le bon orifice pour la pièce. OK. Toutes sortes de cerveaux, hein? Toutes sortes de pensées. Pour vous donner un autre exemple de résolution de problèmes simples, à un moment donné, ma fille Maude, elle est grimpée sur le siège de la toilette. Il y avait une fenêtre au-dessus de la toilette dans la salle de bain. Son père est en train de passer la tondeuse à gazon. Alors, elle regardait son père passer la tondeuse parce que moi, je veux pas qu'il aille dehors. Je vais peut-être trouver un poule pendant que papa passe la tondeuse. Là. Je veux pas qu'il passe la tondeuse sur mon enfant. Ça n'arrivera pas. Mais recevoir une roche. En tout cas, l'enfant, il n'y a pas d'affaire là quand on passe la tondeuse. Moi, je voyais ça comme ça. Mais elle voulait absolument voir son papa. Papa, il est beau, papa. Elle embarquait sur la toilette. Puis, papa, il est beau, papa. Regarde, maman, il est beau, papa. OK, il est beau. Sa petite sœur, Emmanuelle, arrive en arrière. Puis, elle avait à peu près 20 mois, je vous dirais. Là. Puis Maude, elle avait 1 an de plus. Elle arrive en arrière, puis là, elle se met à pleurnicher parce qu'elle aussi voulait voir papa. Puis tirer sur le pantalon de sa sœur. Sa sœur était comme... Il y a toujours eu de la rivalité entre ces deux-là, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Alors, non, lâche-moi, c'est moi qui regarde papa. Regarde, il est beau papa. Puis Emmanuelle, elle n'a fait ni un ni deux. Elle est la petite qui voulait grimper sur la toilette pour voir son beau papa, elle aussi. Elle est partie en courant. Elle est partie dans le salon, puis elle s'est mise à dire « Wow! Wow! » Très, très fort. « Wow! Wow! Maman! Wow! » Elle avait moins de mots que sa sœur aînée, mais c'était « Wow, maman! Wow! 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 » Je me vois dans le salon, il n'y a absolument rien. Maud descend de la toilette pour aller voir le « wow » que sa sœur faisait. Et puis la petite est partie à grande course et grimpée sur le couvercle de la toilette pour regarder son père passer la tondeuse. Ça, là, tu fais comme... Oh là là, c'est wise. Ben ça, là, c'est les combinaisons mentales. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mon objectif? Je vais passer par quoi? Vous regarderez sur Internet, il y a des vidéos comiques sur les enfants. Cherchez bébé Houdini. Houdini, c'était un illusionniste qui se plaçait dans des situations où est-ce que c'était impossible de se déprendre. C'est genre camisole de force dans un baril, puis bon, des choses comme ça. Regardez bébé Houdini, puis il y a des enfants qui trouvent le moyen de sortir de leur couchette, de sortir de leur chambre, même s'il y a des barrières. C'est incroyable. Ben, eux autres, là, ils ont en plus la motricité, sont très agiles. Il y en a un, on dirait un petit singe. Il sort de sa chambre avec ses orteils. Il sert de ses orteils aussi pour grimper le long des barrières. C'est parmi 2 barrières. C'est fascinant. Je vous le dis, là, combinaison mentale, c'est cette partie-là qui est la fin de qui marque la fin de ce stade-là pour passer après ça à un autre stade qui est le stade préopératoire. Le stade sensorimoteur, tel que défini par Piaget, eh bien, il y a 6 sous-stades. Je vais m'attarder à 4 de ces sous-stades-là. Je vais vous les expliquer. Pourquoi j'ai choisi ceux-là? Parce qu'ils sont plus faciles à reconnaître concrètement. Parce que moi, j'ai plus de facilité à pouvoir vous les illustrer. Alors, on va voir ça. On va commencer par les exercices réflexes. Ensuite, je vais vous parler des réactions circulaires primaires.
des réactions circulaires secondaires et des réactions circulaires tertiaires. Combinaison mentale, vous l'avez vu, je vous ai dit à quoi ça pouvait ressembler. Alors ça, ce bout-là, il est fait. La diapositive suivante, c'est le reste du tableau, justement. Il reste les deux stades, les deux sous-stades suivants. Je vais commencer par vous illustrer qu'est-ce que l'exercice réflexe. L'exercice réflexe, c'est de la naissance à 1 mois. Donc, l'enfant, je vous ai parlé des réflexes néonataux qui étaient présents à ce moment-là. Ben, il y en est là. Il y a d'autres types de réflexes. On sait que, si j'envoie de l'air dans les yeux, on va cligner des yeux. On a plusieurs autres types de réflexes comme ça qui sont présents. Mais cet enfant-là, c'est ça. Si je lui touche la joue, il va se retourner, il va faire des mouvements comme pour téter. Donc, pour lui, tout ce qu'on a constaté de 0 à 1 mois, c'est des exercices réflexes. La façon dont le bébé bouge, il n'y a pas de contrôle là-dessus. Il n'est pas en mode « je veux faire ça ». Même pour téter, c'est une tétée réflexe qui est liée à la survie. Et je vais déjà vous donner un petit peu les bases de distinction par rapport aux réactions circulaires. Retenez ça, faites le lien, écrivez-le pour pouvoir le reconnaître quand je vais avoir à vous présenter justement des situations. Vous allez me dire, est-ce que c'est une réaction circulaire primaire, secondaire ou tertiaire? Primaire, c'est centré uniquement sur le corps de l'enfant. Réaction circulaire secondaire, l'enfant est en interaction avec des objets de son environnement ou avec l'environnement tout court, mais il exerce son comportement toujours de la même façon. Tandis que réaction circulaire tertiaire, il va adopter des comportements différents face au même objet. Et puis, pour ce qui était des combinaisons mentales, eh bien là, ce sont des stratégies beaucoup plus élaborées pour résoudre un problème. On va y aller en détail. Après nos exercices réflexes, eh bien, apparaît les actes volontaires, puis on appelle ça des réactions circulaires primaires. Donc, ce sont des gestes vraiment simples et répétitifs qui sont centrés uniquement sur le corps de l'enfant. Donc, antérieurement, il bougeait de façon réflexe. Son petit corps s'activait, mais là, il va développer un certain contrôle au niveau de ses muscles, de ses bras, de ses jambes, sa tête, tourner sa tête. Donc, il est capable de le faire, mais il va le répéter toujours de la même façon. Il se peut qu'à un moment donné, en s'agitant comme ça, son pouce tombe dans sa bouche et puis là, il se met à sucer son pouce. Donc, il va reprendre cette activité-là qui devient une réaction circulaire. Battre des bras, des jambes, il y a une façon de pédaler, si vous voulez, qui fait se sentir bien et il va reprendre encore ces gestes-là. C'est centré uniquement sur lui. C'est pas les objets comme tels. Il n'est pas en interaction avec les objets comme tels. Le petit pied dans la bouche, c'est une réaction circulaire primaire. De 4 à 8 mois, on va monter d'une coche les réactions. Réaction circulaire secondaire. Là, l'enfant va manipuler des objets et puis va, j'allais dire manipuler l'environnement, être en interaction avec l'environnement. Et puis, comment il va faire ça? Eh bien, il va le faire, oui, de façon répétitive, toujours de la même façon. Quand on place un enfant, par exemple, sous le module de jeu comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Étendu comme ça, il tape dessus. Il tape sur le module, les objets, ça fait des sons et il répète ce type de geste-là qui le fait sourire. Faire des sons, on dit circulaire secondaire, par exemple, s'il se met à faire des petits sons, des petits sons de gorge, je vais appeler ça roucouler, et puis que l'environnement, la mère répond avec un sourire, elle le prend dans ses bras, il va reproduire ça pour avoir encore l'attention puis être cajolé. Ce qu'il y a de particulier rendu à cet âge-là par rapport au stade précédent, c'est qu'il est capable de coordonner sa vision et ses gestes. Donc, il voit quelque chose, puis là, il arrive à y toucher. Avant ça, tout ce qu'il pouvait faire, si on faisait du bruit quelque part, il tournait la tête. Mais lui n'arrivait pas. Si on met un hochet dans la main d'un enfant de 2 mois, il ne le tiendra pas. Surtout que, en plus, le réflexe de préhension, il est disparu. Il ne le tiendra pas. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas comme, c'est ça,
Son cerveau ne fait pas focus sur « Tiens, je vais tenir ça dans ma main ». À 4 mois, oui. Là, il va commencer avec les jouets à voir qu'il y a une interaction. Il n'est toujours pas conscient qu'il est un bébé, qu'il est un être humain, mais il provoque des choses, puis ça, pour lui, ça le stimule cognitivement. Vous avez le petit lien par rapport à Jules. Allez le regarder. Il est vraiment cute, le petit bébé qui gratte sur un tapis de jeu. Puis lisez la description, ça décrit vraiment bien qu'est-ce qu'est la réaction circulaire secondaire chez l'enfant. Réaction circulaire tertiaire. Vous vous rappelez? Secondaire, il est en interaction avec les objets, mais il fait les choses toujours de la même façon. Il suit toujours le même protocole pour obtenir le même résultat. Entre 12 et 18 mois, là, il va varier de façon intentionnelle son action pour voir si le résultat il est pareil ou s'il est différent. La diapositive suivante, il nous montre un exemple où est-ce qu'un enfant, on lui présente le fameux petit canard jaune en plastique. Là. Au départ, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le presse, ça fait pouet, pouet, pouet. Mais là, l'enfant, lui, ce qu'il peut faire avec, il peut se mettre à l'écraser, à s'asseoir dessus, à le lancer sur un mur, à se le mettre sous le bras, pouet, 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 pour voir s'il fait le même son, pour réaliser que ça ne fait pas toute la même chose, le lancer quelque part, puis l'avoir sous le bras ou dans la main. Je peux vous donner un exemple personnel. Ma fille, on lui avait offert à un moment donné en cadeau un petit piano avec des sons de base. Là. Ma maman, il avait offert ça. Je ne sais pas si elle voulait qu'elle soit pianiste. Elle avait offert ça, donc des jouets musicaux, là, tu sais, les jouets qui finissent par taper sur les nerfs des parents. Les grands-parents, ils envoient toujours ça. Moi, je suis grand-mère, mais je le sais qu'il ne faut pas faire ça. On vient qu'on est débordé des sons. Bon. Effaçons cet épisode de mon passé. Elle jouait toujours, c'est ça, elle jouait toujours de la même façon. À un moment donné, elle tapait avec ses mains sur les notes. Ça faisait, puis il y a certaines fonctions qui faisaient que si elle tapait dessus, c'est une mélodie au complet qui jouait. Mais elle jouait toujours avec ses mains. À un moment donné, elle s'est mise à vouloir faire sortir d'autres sons, ou que ce soit autrement. Elle s'est mise à cogner sur le piano avec ses pieds. Là, c'est drôle, elle refait, mais ça refait encore les mêmes sons, mais là, c'est avec les pieds qu'elle fait. À un moment donné, elle a décidé de voir s'il sortait d'autres sons, puis autrement, j'ai entendu bedding, belung, belung, bedang. Elle a pris le piano et elle l'a lancé. J'avais un escalier en colimaçon qui était bien sûr bloqué pour pas que les enfants déboulent dans le sous-sol. Bedding, bedding, bedang. Elle a lancé ça pour voir quels autres sons que pouvait faire le piano. Elle était crampée de rire en entendant ça. Moi, j'étais comme merde, qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Quand elle m'a appelé, puis elle l'aime-tu son piano? C'est-à-dire qu'il blink, il blink, 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 il ne marche plus. Donc, oui, interaction circulaire tertiaire. Essaye de voir ça fait autrement. La même chose ici, les enfants, quand ils portent le regard, on porte notre regard, notre tête est en position verticale. Mais là, l'enfant découvre que s'il bouge sa tête d'une certaine façon, il va voir les choses d'une autre façon, sous un autre angle. Il y a même des enfants qui vont s'amuser à se placer debout, se plier vers l'avant et regarder entre leurs pattes pour voir le monde à l'envers. Ici, on voit que c'est une réaction circulaire tertiaire. Il y a des enfants qui vont jouer avec des verres de plastique, par exemple, de couleur. On a souvent ça, des verres de plastique de couleur pour les enfants transparents. Puis là, il va se promener avec son verre pour regarder le monde en couleur. Ça, c'est tertiaire. Il essaye autrement, il essaye de voir les choses autrement. Voici le fameux résumé des activités réaction circulaire primaire, réaction circulaire secondaire et réaction circulaire tertiaire. Primaire, il est centré sur lui-même. Prend son pouce, se le met dans la bouche et suce son pouce. Réaction circulaire secondaire, tu es en interaction avec l'environnement. Bébé gazouille. Bébé voit un visage souriant quand il gazouille ou fait des sons. Il y a des bébés qui font des sons, qui font des ballons. Vous avez déjà vu ça, bébé qui fait des ballons? C'est vraiment comique. Puis là, ben, on sourit quand on le voit faire. Il recommence à faire des ballons. Donc, il y a toujours la même stratégie pour obtenir le type d'attention positive qui va avec ça. Réaction circulaire tertiaire, là, il va essayer avec le même objet de produire des effets différents ou semblables. Marche accidentellement sur le canard, ça fait pouet, fait comme OK, presse le canard dans ses mains, se le presse sous le bras, le lance sur le mur, s'assoit dessus, boum, boum, boum,
puis il fait encore pouet, 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 mais un pouet, pouet différent. Donc, essaye de rechercher un effet différent par rapport à cet objet-là. Ouais, le piano. Rappelez-vous le piano. La notion de schème est centrale pour Piaget dans sa compréhension de l'intelligence humaine. Ben, qu'est-ce que c'est qu'un schème? Il appelle ça, bon, c'est une structure cognitive élémentaire, donc c'est vraiment de base, représentant des façons d'organiser l'information pour permettre à l'individu d'agir ou de penser dans une situation donnée. L'exemple de schème, moi je pensais au schème animalier. C'est quoi un animal pour un enfant? Ben là, je vous ai mis des photos de tout plein d'animaux. Okay? Dans son schème animalier, il peut retrouver le chien et le cheval. Pourquoi schème animalier? Ben, parce que c'est pas un humain. Il peut s'ajouter à ça des poissons, des oiseaux. C'est la partie du schème rudimentaire, schème animalier. À un moment donné, il va réaliser que ce qui ressemble à un cheval n'est pas un cheval. Par exemple, le zèbre. Le zèbre n'est pas un cheval, bien que c'est un équidé. Mais où il vit, ce qui fait qu'on ne le considère pas comme un cheval comme tel, où nous, on le retrouve au Québec, premièrement, le zèbre, c'est pas un cheval comme tel. Donc ça, il va l'apprendre plus tard. Il va modifier son schème par rapport à ça. La même chose, le schème chien. Qu'est-ce qui est un chien puis qui n'est pas un cheval? Puis dans l'image que je vous mets en bas, le chien à poils longs, puis les mini poneys, je vais vous dire que ça peut être mêlant à un moment donné pour un enfant. Mais il va retrouver dans ses schèmes les animaux de ferme, les animaux domestiques, les animaux aquatiques, la volaille. Donc, il va se faire des cases comme ça pour tout classer. Puis c'est là qu'il va réaliser aussi que dans ces catégories-là qu'il fait, il y en a qui appartiennent à 2 catégories. Donc, dans le schème j'ai de la misère. Le schème animalier, par exemple, qui toucherait le chien, eh bien, il y a les petits chiens de compagnie, puis il y a les chiens de travail. Le chien qu'on retrouve sur une ferme, qui court après les moutons. Puis tu as le tout petit chien à grand-maman qui embarque sur ses genoux. C'est un chien pareil, mais ils ne font pas le même job. Donc, le temps, les expériences de vie vont faire qu'il va raffiner ses schèmes, puis nous aussi, on est comme ça. On précise des schèmes, puis ça ne touche pas juste les animaux, c'est plusieurs concepts de choses, d'acquisition de vie autour de nous, des choses qu'on acquiert dans la vie autour de nous, on les catégorise aussi. Fait que nos schèmes sont flexibles. Je vous dis que les schèmes se développent par expérience. En fait, j'ai des souvenirs d'enfance où est-ce qu'on est passé à la campagne. Moi, je viens de la Côte-Nord. À la Côte-Nord, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de chevaux, ou très peu, mais ils ne sont pas comme en liberté ici, en Abitibi, où est-ce qu'on a des champs, de vastes champs, même dans la région de Montréal, la région de Trois-Rivières, où il y a du foin, puis le cheval, il est relativement en liberté. À cette île, on n'en voit pas des chevaux. Et j'étais très, très jeune, et à un moment donné, on est allé voir ma grand-mère, qui, elle, reste à Sherbrooke. Et puis, on a longé un champ, et puis moi, j'ai vu dans le champ, des animaux noirs et blancs. Puis moi, ce que j'ai pensé tout de suite, j'ai pas pensé cheval, en fait, c'était des chevaux, des peintres. Alors, j'ai dit à ma mère, je dis, regarde maman, et regarde, il y a des chats là-bas, il y a des chats là-bas. Parce que c'est elle qui me l'a relaté, parce que moi, je me rappelle pas vraiment, elle trouvait ça drôle, elle. Elle dit non, Marjolaine, c'est pas des chats. Elle dit, c'est des chevaux. C'est quoi ça? Fait qu'elle m'a expliqué plus tard qu'est-ce qui était des chevaux, mais j'en avais jamais vu. Fait que dans mon schème animalier, puis surtout quand on voit la distance, l'enfant interprète différemment en fonction de justement la distance ce que ça peut refléter, c'est que quelque chose est beaucoup plus gros qu'en réalité. Mais parce qu'il est loin, pour moi, c'était des petits minous avec noir et blanc. Un peu plus loin, ben, ça a l'air que je continue à dire qu'à un moment donné, je me suis dit, gars, maman, il y a des chevaux, là. Elle a dit, non, c'est pas des chevaux, là, c'est des vaches. OK, là j'étais bouleversée. Finalement, ma culture agricole n'était pas très développée, même si mes parents m'avaient acheté la fermette Fisher-Price quand j'étais enfant. Ils ont mis l'accent un petit peu plus tard pour m'expliquer que, regarde, ça, c'est ça, puis on retrouve ça là, puis il y a des animaux de ferme, puis il y a des animaux domestiques. J'ai élargi mes schèmes. Aujourd'hui, je me mêle plus. Inquiétez-vous pas, là.
Je ne suis pas mêlée, même si des fois, il y a des animaux qu'on n'est pas trop sûr de ce que c'est. La question importante pour Jean Piaget, dans le stade sensori-moteur, c'est ce qu'il appelle la permanence de l'objet. Permanence de l'objet, c'est que l'enfant doit intégrer que quand il n'y a pas quelque chose sous ses yeux, ça existe encore. C'est pas parce qu'il ne le voit plus que ça, c'est disparu. C'est un petit peu ça. Il y a bien des jeux qu'on peut faire avec les enfants très jeunes, où est-ce qu'on ne fait que cacher quelque chose, puis on fait la magie. On fait la magie vraiment facilement avec eux. Mais il y a des enfants qui ne rechercheront pas, justement, plus ils sont jeunes, ils ne chercheront pas où est l'objet. Il est dissimulé, on a mis quelque chose par-dessus, il n'existe plus. Il n'y aura aucune tentative pour essayer de retirer, par exemple, une couverture sur un objet. Regardez le petit vidéo de la petite Charlotte, puis ça va vous aider à comprendre un peu qu'est-ce que c'est que la permanence de l'objet. On dit à 4 mois, on cache un jouet derrière un écran, l'enfant ne cherche pas, il va regarder ailleurs, c'est comme s'il était disparu. À 6 mois, la mère change de pièce, l'enfant ne la voit plus, donc elle va se mettre à pleurer, comme si elle n'existait plus. Toutefois, à 6 mois, si la mère parle, elle existe encore. Je ne la vois pas, mais il y a quelque chose qui me dit qu'elle existe encore. On dit que ça ne se développe pas avant l'âge de 8 mois, cette fameuse permanence de l'objet-là, de savoir que quelque chose ou quelqu'un existe encore, même s'il ne l'a pas sous les yeux. Il faut dire qu'on vit vraiment présent quand on est un nourrisson. Il y a tellement de choses à apprendre. Une autre acquisition importante, c'est ce que Piaget appelle la causalité. L'enfant réalise que certains événements découlent de d'autres événements ou en sont la cause. Bon, je prends l'exemple là, j'ai mis un petit dessin d'un enfant qui est sur sa chaise haute. On lui met ses jouets sur sa tablette, et puis là, il lance les jouets à terre. Boloing! OK. Premièrement, il a fait quelque chose, et puis ça fait boloing! C'est tombé sur le sol. Là, il se met à pleurnicher. On va chercher le jouet en question. On le remet sur la tablette. Souvent, c'est avec la suce qu'ils font ça. Okay. Donc, il lance les choses à terre. OK, ça fait ça, ça fait un bruit. Puis en plus, youpi, ça remonte, ça fait réagir mes parents qui me le redonnent. À un moment donné, on est tanné. Hein? Mettez-le à terre, puis il va jouer avec ses bébelles. Puis ça ne peut pas aller plus loin que le sol. Donc, on dit que c'est vers l'âge de 4 à 6 mois que le bébé commence à réaliser qu'il a un pouvoir sur son environnement, en même temps qu'il acquiert la capacité de saisir les objets. Je vous ai parlé au début de la session, oui, que les enfants pouvaient manipuler à partir de l'âge de 4 mois. Mais c'est un peu ça aussi dans les relations sociales. L'enfant apprend très rapidement à produire les sons qui vont amener on dit réaction circulaire secondaire, ça fait partie aussi de la causalité, qui vont attirer le parent, mais aussi les pleurs pour obtenir de l'attention. Bon, ici, exemple que je dis, le bambin de 8 mois qui s'amuse à acheter sa suce par terre, oui, c'est ça. Les parents la reprennent, OK, on la nettoie comme il faut, hein? On ne les redonne pas dans la bouche. Les jouets musicaux, puis des jouets, sans être des jouets plus pédagogiques, là. Un bol de plastique avec une cuillère de bois, c'est mieux qu'un bol de métal avec une cuillère de métal. Là. Faites pas ça, vous allez être malade. Donc, lui, c'est ça, il expérimente des trucs. Il va taper dans l'eau, ça fait voler de l'eau. Donc, ça, c'est vraiment, il est en mode de j'ai du pouvoir, ça cause ça. Attention, je vous ai mis l'image aussi, tirer la queue du chat. Le chat, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. C'est sûr que le chat fait rien. Mais il peut se revirer de bord aussi. Il va apprendre que la causalité n'a pas toujours un retour positif, dans le fond, de son action. L'imitation visible. L'imitation visible, c'est que l'enfant va reproduire des choses qu'il voit que l'on fait, mais qui, lui, peut percevoir de son propre corps, par exemple. Quand on fait des bravo, 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 tape dans les mains, fait un bye-bye, il reproduit qu'est-ce qu'on lui montre, mais lui aussi, il peut voir sa main. On pourrait prendre n'importe quel autre geste, ou est-ce qu'on ferait comme toucher les genoux. Si nous autres, on se touche les genoux, on tapote nos genoux, puis l'enfant va reproduire ça. C'est imitation visible. Il voit ses mains, il voit ses genoux. Bon, quand est-ce que ça arrive, cette capacité-là d'imiter ces mouvements-là visibles? On dit après 8 mois environ. Il faut que l'intérêt soit là. Il faut qu'il y ait des bénéfices. Puis souvent, c'est du renforcement positif qui est par des sourires, des rires, des bravos. On n'est pas obligé d'y donner des bonbons à chaque fois qu'il va applaudir. Vous voyez? Sinon, il n'y aura plus de dents. Là. Il n'y aura plus de dents quand les dents vont y pousser.
finalement. Ça a commencé, hein? À 8 mois, là, les dents, ils s'appoussaient. Curieusement, l'imitation invisible, elle, apparaît vraiment très tôt. On pense que c'est quelque chose qui serait lié à la survie de notre espèce. Donc, c'est une imitation réalisée avec les parties du corps que l'on ne peut voir. Par exemple, la bouche, la langue. Puis on fait vraiment des séances d'exercice avec des enfants très, très jeunes, on dit 2 à 3 semaines. Et si je regarde mon bébé et que j'ouvre la bouche, je fais « Oh », vous voyez à peu près de quoi je peux avoir l'air. « Oh », ça, « Oh », même sans faire de son parce que je ne veux pas lui faire peur. Eh bien, le bébé va regarder puis il se retrouve en mimétisme. Il va faire la même chose que l'on fait. Pourtant, il ne voit pas son visage. Même chose, je sors la langue, je ressors la langue, je sors la langue. Bien, le bébé regarde et puis il produit le même mouvement au niveau du visage. On pense que c'est beaucoup lié à ce qu'on appelle des neurones miroirs, qui serait effectivement une fonction cérébrale qui est associée à notre survie pour créer des liens, pour comprendre l'autre. Parlons maintenant de l'imitation différée. On sait qu'on a de l'imitation en temps réel, maintenant. On peut faire ça, imitation visible, on fait ça, on est en train de regarder un parent qui fait quelque chose, on fait exactement la même chose. Mais l'imitation différée, c'est qu'on a vu quelque chose et on le reproduit beaucoup plus tard. Plus tard, dépendamment du plus tard, là, ça peut être une journée après, 2 journées après ou 1 heure après. Mais on reproduit des choses qu'on a vues. On n'est pas en train de le faire en même temps que la personne qui est notre modèle. C'est ça que je veux dire. Donc, reproduction d'une séquence de comportements que l'enfant a observé il y a un certain laps de temps. Piaget dit que ça arrive vers l'âge de 18 mois. Il y en a qui disent que même vers l'âge de 6 à 9 mois, l'enfant serait capable de faire ça. Mais encore là, 6-9 mois, il est assez limité dans ses capacités motrices. 18 mois, l'enfant est capable de faire beaucoup de choses. À un moment donné, j'avais une de mes filles qui était assise sur le divan, et puis elle avait son petit pyjama, elle avait dézippé le haut de son pyjama, puis elle avait mis sa petite poupée contre sa poitrine, puis elle faisait le son comme si elle était en train d'allaiter un bébé. Elle faisait... Puis là, je dis oui. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, elle dit, donne du lait à mon bébé. Donne du lait à mon bébé. Donc, c'était dans un peu de mois, à peu près une vingtaine de mois. Donc, c'est une explosion de développement sur le plan cognitif à ce moment-là. C'était vraiment cute parce qu'elle me voyait allaiter sa sœur. Fait que pour elle, j'avais dit, elle me demandait qu'est-ce que tu fais dans ces mots à elle? Ben, je nourris mon bébé, je donne du lait à mon bébé. Mais le plus comique, c'est que sa poupée, c'était pas une vraie poupée, c'était un pyjama avec une oreille à l'intérieur. Donc, c'est une poupée, pas de tête, si tu veux. Elle me disait, ouais, t'allaites un bébé, pas de tête. Faut le faire. Faut le faire. Dans l'imitation différée ou le jeu de faire semblant, souvent les enfants vont prendre des objets communs, des jouets auxquels ils se servent habituellement, mais ils leur donnent une nouvelle vocation. Donc, on peut voir justement un enfant qui va brosser son chien avec un bloc de bois. Il a vu les parents brosser le chien avec une brosse à chien, sans vraiment interpréter qu'il y a une particularité de la brosse à chien que le bloc de bois n'a pas, mais il va répéter ça en différé. Je vais frotter, je sais qu'il faut que je frotte mon chien avec quelque chose que j'ai dans la main. Ils vont utiliser une traditionnelle Barbie pour faire semblant d'être une chanteuse parce qu'ils ont vu à la télévision des personnes qui chantaient avec un micro. Donc, beaucoup d'objets vont servir à faire autre chose que ce pourquoi il était fait. Beaucoup de créativité se fait dans le jeu de faire semblant, mais on sait que beaucoup de parents vont acheter des jouets, des petites cuisinières, un petit kit de ménage, ça, je trouve ça spécial, hein? L'aspirateur, le balai, tout ça. Donc, ça représente ce qu'on a dans notre réalité. Donc, l'enfant va, oui, s'en servir pour reproduire en différé ces gestes-là, mais ça ne serait pas nécessaire d'acheter tout ça. Il peut le faire avec autre chose. À un moment donné, ma petite fille, donc la fille de ma fille, elle a pris des petits blocs
des blocs, mais des blocs, c'était des livres. On appelle les livres cubes, ils sont tout petits, tout petits, tout petits. Puis elle est allée chercher une poêle, dans une vraie poêle, une poêle à œufs, qu'il y avait dans les tiroirs de sa maison. Et puis elle a mis les cubes là-dedans. Elle s'est installée sur le divan, puis elle s'est mise à brasser les cubes dans la poêle. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu fais, Mila? Qu'est-ce que tu fais, Mila? Elle a dit, du steak. Du steak. Elle faisait cuire du steak. Avec, oui, tu avais la vraie poêle, puis tu avais les livres cubes qui servaient de morceaux de steak. Finalement, elle faisait de la popote. Donc, on n'est pas obligé d'avoir tous ces accessoires-là. C'est bien, c'est cute, mais ça prend beaucoup de place. Hein? Ça prend de l'espace, ce genre de jeu-là. Et ça dure un certain temps parce que l'enfant est à recherche beaucoup de créativité. Puis dans le jeu à faire semblant, vous savez, ça peut durer jusqu'à l'adolescence. Puis l'adolescence, on dit fin, on dit début adolescence, c'est comme la fin de la puberté, avant la puberté. Dans le fond, notre prépubère, les jeunes filles vont se monter des pièces de théâtre ensemble, vont se préparer toute la journée. Souvenez-vous, la fin de semaine, vous aviez des amis qui venaient à la maison, puis on préparait toute la journée, c'était ça le jeu. C'était de préparer notre fameuse pièce de théâtre qui finalement ne durait que 7 minutes, puis des fois on essayait de prolonger avec nos commentaires, puis on demandait à nos parents et à nos grands-parents, est-ce que vous voulez qu'on la refasse? Puis eux sont gentils, ils faisaient comme, ben oui, refaites-la. 7 minutes pour une journée à pratiquer nos discours. Oui, nos discours. On s'était déguisés, on avait fait un décor. Ça, c'est le jeu du faire semblant. On fait semblant de choses qu'on a vues soit à la télévision, soit des choses qui sont de la vie du quotidien. Quand on joue à la famille, il y en a un qui fait le père, la mère. De mon souvenir de moi, quand j'étais enfant, moi, je faisais toujours le chien. Ah oui, OK, je sais, c'est un peu nono. C'est parce que ça me donnait l'occasion de sauter sur ma sœur. Okay? Je mettais les mains dessus, puis je pouvais grogner. J'adorais être le chien. J'étais un bon chien, ben. Notre fameux jouet à faire semblant, c'est ce que lui appelle, ça fait partie de ce qu'il appelle la fonction symbolique. Eh bien, on va le retrouver dans les jouets traditionnels. Le petit garçon va avoir des outils. Il va se servir de son petit coffre d'outils en plastique. Et la petite fille, on va lui remettre une poupée, puis elle va jouer à la maman. On a parlé en début de session qu'on voulait essayer d'avoir des modèles le plus possible androgynes. Donc, proposer aussi au petit garçon une poupée pour qu'il paterne sa poupée, qu'il la nourrisse, qu'il en prenne soin, puis qu'il ait du plaisir même à jouer avec d'autres enfants qui ont une poupée. Tout comme les petites filles, on peut leur proposer des jouets de bricolage que l'on dit plus traditionnellement masculins pour s'initier en différé à faire des jeux symboliques associés à l'autre sexe, si on veut. Là. Donc, dans la fonction symbolique, c'est ça, c'est de leur proposer. Leur proposer pour enlever la nature sexuée des jeux, mais plutôt de dire joue, crée, puis crée des personnages. Puis on sait qu'une petite fille peut jouer à être un monsieur, elle peut jouer à être un petit garçon, elle peut jouer à être une grand-maman. Donc, c'est ça la liberté de créer. Un exemple d'imitation différée. Ma plus vieille, Maude, prenait son bain avec sa sœur. Et puis une fois, j'avais mis comme de la mousse dans le bain. J'en mettais pas toujours, mais il s'amuse bien quand il y a de la mousse. Puis, de toute façon, ça disparaît quand même relativement vite dès qu'on met un autre savon dans de la mousse. Donc, elle est en train de s'amuser à jouer dans le bain. J'étais aussi dans la salle de bain à plier du linge, parce que la salle de bain est une salle de lavage. À un moment donné, je me retourne, puis Maude est en train d'étendre de la mousse dans le visage de sa sœur. Puis, dans sa main droite, elle avait ramassé mon rasoir. Le rasoir dont je me sers pour mes jambes. Puis, elle s'enlignait sur le visage de sa sœur. Je vous dis que j'ai viré sur une scène. Hein. Oups là, j'ai ramassé ça dans les mains. Elle avait déjà commencé à toucher la joue de sa sœur. Ça avait fait une petite rougeur, mais Emmanuel n'a pas pleuré. Je pense pas que ça a été comme très, très, très douloureux. J'ai pas crié après Maude pour elle. C'est ça qu'on fait avec cet objet-là. Puis en plus, elle avait raison, c'est un rasoir. Pourquoi ça? Ben, c'est qu'elle a vu son père se raser. Son père se rase le matin, il met de la mousse, elle a de la mousse, sa sœur est là, il y a un rasoir en way. Donc,
Faites attention s'il y a des objets dangereux à porter. Bon, on le sait, il faut toujours faire attention, là, mais j'ai eu ma leçon. La perception d'échelle. On dit que les jeunes enfants commettent une erreur dans la perception de la taille des objets réels ou des objets symboliques. Par exemple, cet enfant-là peut essayer de se glisser dans le petit lit de bébé à roulettes qu'il y a là. Enfin, c'est pas pour un bébé, c'est pour une poupée, mais pour elle, elle pourrait rentrer à l'intérieur. C'est déjà arrivé que j'ai ramassé une de mes filles qui était dans, justement, des petites poussettes pour jouets, puis elle avait installé sa sœur dedans qui était complètement coincée. Pour elle, ça rentre dedans. La poupée rentre, ma sœur rentre dedans. Bon, elle était complice du délit, là, mais la poussette était capote après ça. Donc, ils savent à quoi servent les jouets, puis ils essayent comme de s'inscrire à l'intérieur de ces jouets-là qui ne sont pas des bonnes proportions. Ils ne réalisent pas tout de suite. Quand ils sont coincés, oui. Couchés dans une couchette de poupée, ils vont faire ça. Essayer de se glisser dans une chaise haute de poupée, ils vont essayer de faire ça. Donc, c'est ça. Ça se replace, inquiétez-vous pas. C'est temporaire. Ça fait partie du développement cognitif. Perception de l'échelle est faussée. Je vous ai déjà parlé de l'habituation. Ici, j'ai vraiment la définition complète. On dit que c'est une forme d'apprentissage élémentaire par lesquelles un enfant, une fois habitué à un son, à une sensation visuelle ou à tout autre stimulus, réagit de manière moins intense ou cesse complètement de réagir. Donc, ça peut être quelque chose qui va toucher n'importe quel de ses sens. Visuel, auditif, olfactif, tactile. Il réagit plus du tout si ça le dérangeait au départ. L'exemple le plus prenant qu'on a quand on a un nouveau-né, c'est justement l'heure du bain. Les premières fois où on donne un bain à l'enfant, il trouve ça désagréable. C'est pas confortable pour lui. Il faut trouver une façon de garder ses petits bras, justement, qu'on voit là près de lui, ses petites jambes qui plient, qui soient un petit peu en apesanteur, mais il faut quand même bien le soutenir. Puis que le bain soit à bonne température, s'il vous plaît. Faites-le pas cuire, c'est pas un homard. Donc, au début, il n'aime pas ça. Il n'aime pas la sensation du bain parce que c'est nouveau. Mais à un moment donné, il va s'adapter à ça. Puis même, son heure de bain dans sa petite horloge interne, il va ressentir, il va faire le lien immédiatement quand on fait couler le bain. On a toujours nos rituels, hein, je vous dis les routines, nos rituels, fait couler l'eau, on le place dans cette façon-là parce que nous, on est adapté de cette façon-là. Et il reconnaît ça, puis à un moment donné, il trouve ça quelque chose d'agréable. Ça ne lui fait plus peur. Il ne réagit plus négativement au bain. Même, contrairement à ça, il va être enthousiaste à cet événement-là, tant attendu de la détente dans le bain. J'ai mis d'autres exemples, jappement du chien, bruit de l'aspirateur, l'arbre de Noël, des choses qu'il voit et qui peut l'éblouir. Ma fille est arrivée on est arrivé chez mes parents, puis mon père il a fait des décorations de Noël incroyables, avec un Père Noël qui tient une bougie dans la main, et puis il bouge, puis ça chante en même temps, puis il fait « oh, oh, oh », puis ça chante, puis il bouge, il tasse la lumière. Quand le monde a vu ça, elle est restée stuck-up, figée là, pour elle, c'était fantastique, c'était merveilleux. Elle était difficile à déloger de là. On la redéplaçait dans la maison, on allait à la cuisine, elle retournait dans le salon voir le Père Noël qui était comme ça, puis qui bougeait. Le lendemain, matin, quand elle est redescendue, puis elle s'est retrouvée face au sapin de Noël, et le Père Noël, mon père start le Père Noël pour qu'il fasse « oh, oh ». Ben, elle regarde, puis elle fait comme « bah, ouais, j'ai déjà vu ». Bon, ça l'intéressait plus. C'était plus intéressant, c'était plus « wow ». Mais au moins, ça fait plaisir à mon père, parce que l'effet punch du Père Noël, là, ça lui a fait vraiment, vraiment un plaisir. Puis il a remis à ma fille le Père Noël en question, aujourd'hui elle a 30 ans. Puis elle a ce petit Père Noël qui avait tant ému mon papa quand il l'a vu réagir comme ça. Mais elle était en habituation. Pour elle, ça a purement d'importance. Propose-moi d'autres choses pour m'éblouir finalement. Bruit d'aspirateur, je l'ai mis là, ou jappement d'un chien. Ça se peut que chez la grand-mère, il y ait un petit, des petits chiens qui font des petits jappards, là. Moi, j'en ai un qui ressemble pas mal à ça, il est limite. Mais ça peut faire peur aux enfants au début, parce que c'est des petits sons aigus.
à un moment donné, l'enfant ne réagit plus à ce son-là. Il arrive chez la grand-mère, il voit le chien faire toutes ses pirouettes, il sait que c'est pas dangereux, puis il sait que ça va faire ça. Il n'y a pas d'incidence, c'est pas associé à une morsure. Il ne le faudrait pas, hein? Donc, il est complètement indifférent à ça. Il n'a pas peur du chien, des jappements du chien. Au début, oui, ça l'a saisi, il n'a pas aimé ça. Le bruit de l'aspirateur. Il y en a qui disent « Ah, mon enfant, il a peur de l'aspirateur. Fait que je m'arrange toujours pour qu'il soit couché pour que je passe l'aspirateur. » Ben, si tu fais toujours ça, c'est sûr qu'il va continuer à avoir peur de l'aspirateur. Ce bruit-là, oui, est un bruit dérangeant, mais il faut l'associer au fait que ce n'est pas dangereux, un aspirateur. D'ailleurs, j'avais vu une émission de télévision qui s'appelait Docteur Nadia, psychologue à domicile. Il n'a plus cette émission-là parce que, bon, ça s'adressait à la population québécoise. Et moi, c'est des madames qui ont un peu de difficulté à comprendre comment ça fonctionne un enfant, puis qui venaient chercher de l'aide comme un peu super nanny. Et c'est ça, il y avait une maman avec sa fille qui, elle, avait un enfant. Donc, tu as la grand-mère, la mère et la petite fille. Et la petite fille, dès que, justement, l'aspirateur partait, la petite fille hurlait. Hurlait, puis hurlait, puis hurlait. Puis quand les parents, la mère voyait ça, ou la grand-mère voyait ça, tout de suite, il arrêtait l'aspirateur, puis il le cachait, comme si c'était un monstre, cachait ça dans le garde-robe. C'était rendu que la petite, il n'y avait même pas besoin de partir l'aspirateur. La petite faisait juste regarder le garde-robe dans lequel est l'aspirateur, puis elle se mettait à hurler. Pourquoi? Mais c'est parce que les parents, la mère et la grand-mère, ont réagi aux pleurs de l'enfant, ça a généré en elle une panique. C'est dangereux, donc c'est dangereux. C'est comme s'il avait attrapé un serpent venimeux, pouf, on le met dans le garde-robe. Tu ne peux pas passer ta vie à ne pas passer l'aspirateur parce qu'un enfant a peur du bruit de l'aspirateur. On va désensibiliser tout doucement l'enfant, sans l'exposer, dire hey, je ne passerai pas l'aspirateur sur le corps, sur les cheveux, là. Faire des petits bouts, puis on l'apaise, et voilà. Puis bon, c'était ça. Fait que cette émission-là, je trouvais ça un petit peu basique. Passer l'aspirateur, quand même. Votre enfant, il n'aime pas ça, là. Vous n'aimerez pas ça quand il va être tout crotté parce qu'il se promène à terre parce que tu n'as pas passé ton aspirateur. Bon, on dit que l'habituation, c'est un signe de maturation du système nerveux et un indicateur d'intelligence. Plus l'enfant s'adapte vite à des stimuli, plus ça veut dire qu'il est allumé. Un petit exercice tout simple que vous pouvez faire. Puis moi, je l'ai fait intuitivement, mais je prenais des pages de catalogue. On n'a plus de catalogue maintenant, mais juste des images colorées qu'on peut retrouver même dans les circulaires. Et puis, vous placez votre enfant mettons qu'il est de position couchée, eh bien, vous collez ça au-dessus de lui, pas au plafond. Le plafond, il ne verra pas. Mais si une surface, moi, c'était une surface, mettons, il était sur le comptoir de la cuisine, je la mettais là, puis c'était une petite surface, bien sûr, je suis là, l'enfant ne se verra pas de bord, puis je collais ça là. Je regardais ça, puis le lendemain, je la remettais là, puis là, je voyais qu'elle regardait beaucoup moins longtemps, c'est beaucoup moins intéressant. Alors, je changeais l'image. Et ça y est, ça repartait, c'était tout ébloui de ça. C'est une affaire tout simple, tout simple. Ça pourrait être sur le mur, en face, quand vous êtes en train de faire quelque chose, puis l'enfant est dans sa petite chaise, il n'y a pas beaucoup de moyens, il est très jeune, il a 2-3 mois. Vous mettez les images là, il va les regarder. Quand vous voyez qu'il est habitué, comment vous le savez? Il regarde ailleurs, ça n'intéresse plus. Vous en remettez une autre, puis là, vous voyez qu'il a remarqué quand il refixe la nouvelle image, ça veut dire qu'il fait la différence entre la précédente et celle-là. Les petites lumières là-dedans, là, ils ont allumé. La mémoire. Ici, on parle bien sûr de la mémoire de l'enfant, mais chez l'adulte aussi, c'est comme ça. Il y a 3 types de mémoire. Il y a la mémoire qu'on appelle explicite, la mémoire implicite et la mémoire de travail. Je vais commencer par celle qui est la plus légère, si on veut. La mémoire de travail, c'est une mémoire à court terme. Donc, elle dure pas longtemps. C'est quand on est en train de faire quelque chose, on emmagasine cette information-là, on choisit de la consolider ou pas. Si vous êtes dans une ville que vous ne connaissez pas et que vous voulez contacter, mettons, une pizzeria, eh bien, vous allez chercher un numéro de téléphone, puis après ça, vous allez le composer. Non, vous n'allez pas payer. Si vous pesez sur le piton, là, qui est l'adresse, non, c'est pas ça que je te parle. Là, okay? Bon, mettons qu'on est dans l'autre fois. Revenez à l'époque de Marjolaine, où on ouvrait ce qu'on appelait un bottin téléphonique. Ouh, il y avait les noms de tous les gens. Et oui, le nom de la pizzeria de Laval,
Alors, tu prenais ce numéro de téléphone-là, tu t'en allais le composer, bip, 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 colle ta pizza, clic, et on raccroche. Est-ce que tu te rappelles du numéro de la pizzeria? Non, bien sûr que non. Ça, c'est la mémoire de travail. Si tu as besoin d'utiliser souvent ce numéro de téléphone-là, ou que tu l'utilises souvent, là, il va comment je dis ça? S'imprimer. Voilà. Il va s'imprimer plus profondément, puis dans ta mémoire à long terme. Le numéro de téléphone de ma mère, le numéro de téléphone de mon conjoint, le numéro de téléphone de mon travail, mon propre numéro de téléphone. C'est aussi bien de le savoir, hein, mais il y en a qui ne savent même pas l'heure. Ils disent, ben, c'est rare que je m'appelle. Fais un petit effort. Donc ça, c'est la mémoire de travail. La mémoire que l'on dit implicite, ça, c'est une mémoire qui est plus motrice. On l'appelle aussi la mémoire procédurale. C'est comment que ça fonctionne, ça. Quand je vous parlais d'apprendre à conduire une automobile manuelle, ou même une automobile automatique, il y a tout un petit protocole, puis finalement, ça devient imprimé en nous, puis c'est de l'automatisme, presque, là. Presque, il faut quand même regarder où est-ce qu'on s'en va, là. Donc, c'est ça. Donc, celle-là, c'est ça, c'est une mémoire de on sait comment faire. On sait comment faire du vélo, on sait comment patiner, mais il faut des fois le réactiver quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vélo, puis quand ça fait longtemps qu'on n'a pas patiné, mais quand on parle de longtemps, là, c'est pas il y a une semaine. C'est un longtemps comme la vieille personne que je suis. Je suis pas si vieille que ça, mais me remettre sur un vélo, me remettre sur ses patins, j'ai besoin de prendre une petite zone de sécurité, et puis, surtout, qu'on ne m'observe pas pendant que je suis en train de me réapproprier ces merveilleux outils de loisirs. Ceci étant dit. Et nous avons la mémoire explicite, qu'on appelle aussi, elle a un autre nom, la mémoire déclarative. Donc, ça touche beaucoup plus ce que l'on peut raconter. Si je vous demande qu'est-ce que vous avez fait hier soir avant de vous coucher, tu vas être capable de me le dire. Si je vous demande comment ça s'est passé, toi, quand tu as gradué du secondaire? Comment s'est déroulée ta graduation du secondaire? Tu reviens dans tes histoires et tu me les racontes. Parmi toutes ces mémoires-là, c'est celle-là qui est, je dirais, pas la plus fragile. La mémoire de travail est vraiment fragile, parce qu'elle ne dure pas longtemps, je m'en sers, je l'enregistre ou je ne l'enregistre pas pour qu'elle rentre dans la mémoire long terme. La mémoire explicite, c'est une mémoire à long terme, mais parfois, on peut la modifier. On peut la modifier parce qu'on interprète nous-mêmes les événements. Racontez-vous un souvenir d'enfance avec quelqu'un de proche. Puis vous allez voir que la version peut être différente. Des fois, c'est même très, très différent. Parce qu'il y a des émotions qui sont associées à ça. Vous avez peut-être vécu beaucoup d'excitation, alors que l'autre personne a vécu de la peur. Ou pour d'autres personnes, ça a été complètement neutre. J'avais 10 ans, j'étais avec ma soeur et on a fait un tour de poney. J'ai toujours rêvé d'avoir un cheval. J'ai fini par en avoir un. Quand même, dans ma vie, c'était un rêve. Mais à cette époque-là, j'étais comme obnubilée par la possibilité de faire cette petite ride de poney. J'ai adoré ça. Même s'il trottait, puis c'était un tape-cul. Ma sœur, elle a détesté ça. Elle a failli tomber en bas du petit poney. Alors, quand on raconte l'histoire, on va dire que c'était une histoire terrifiante, alors que pour moi, c'était une histoire gratifiante, heureuse, qui a consolidé mon rêve d'avoir un cheval un jour. Vive la mémoire explicite. L'approche socioculturelle, c'est aussi une approche cognitive. On en a parlé vraiment au tout début de la session avec Lev Vygotsky. Mais pour lui, dans le développement de l'intelligence de l'enfant, qu'est-ce qui va faire qu'il va évoluer rapidement? C'est ce qu'il appelle la participation guidée. Donc, définition est là. Selon Vygotsky, interaction entre l'adulte et l'enfant qui aide ce dernier à mieux comprendre l'activité en cours. C'est pas de l'imitation de modèle, ce qui se passe. C'est que l'enfant démontre à son parent qu'est-ce qu'il est capable de faire, puis le parent peut l'amener à développer des habiletés encore plus grandes, y en rajouter. Tu surveilles où il en est dans son développement. Ici, on voit que la petite fille est en train de jouer, elle a des gros blocs. Maintenant, là, la mère, elle voit qu'elle est capable de faire des tours. La mère lui présente un plus petit bloc, sans lui dire quoi faire avec.
Il faut regarder l'enfant, qu'est-ce qu'il fait avec, comment il l'adapte avec le reste de son jeu. Donc ça, c'est la participation guidée. L'exemple que je vous avais donné précédemment, c'est un enfant qui commence à s'habiller. Puis on sait que s'habiller, c'est assez compliqué quand tu as 2 ans. Là. Eh bien, la mère peut mettre tous les petits vêtements là, et puis l'enfant va essayer, par exemple, de mettre ses bas. Et quand il voit qu'il y a de la difficulté, mais au moins, il a amené le bas à son pied, il sait que ça va là, il va tirer. Il y a de la difficulté parce que la motricité fine, la myélisation n'est pas complétée au niveau des neurones pour l'appréhension. On va remettre son bas à sa place. Bon, là, on reste là, on dit, oui, on essaye l'autre, fais l'autre. Et voilà. Donc, le parent, il est là pour assister l'enfant, puis il regarde vers où il va, puis il adapte son jeu à ce qui va intéresser l'enfant. On ne lui impose pas les jeux comme tels, on lui propose. Le développement du langage. Les parents ils ont tellement hâte que l'enfant dise ses premiers mots, mais donnez-lui le temps d'enregistrer tout ça, d'enregistrer ces concepts-là qui sont associés au langage, puis donnez-lui le temps de pouvoir imiter les sons qui sont propres au langage humain, puis aussi à ta langue maternelle. Ou tu as peut-être 2 langues, on ne va pas dire 2 langues maternelles, mais ouais, ça doit. Les 2 langues qui sont utilisées dans votre famille, 2, 3. Vous êtes chanceux si c'était ça. Donc, on va partir de l'idée que c'est une langue maternelle avec certains mots qui s'y rapportent puis qui se rapportent à nous au quotidien de l'enfant. On a hâte qu'ils nous disent quelque chose. Pourquoi? C'est parce qu'avant ça, tu ne sais pas ce qui se passe dans son petit coco. Tu vas inférer en regardant l'expression de son visage, de ses yeux et surtout de ses sons. Il va y mettre des sons. Les rires. Ah, ça fait du bien les rires de bébé. Des crises de larmes, ça c'est moins le fun, surtout quand on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le vocabulaire de bébé. En fait, on va parler du comportement prélinguistique. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour communiquer avant que des mots soient prononcés? Il pense, il vit des choses dans sa tête, puis il communique avec les moyens qu'il a. De la naissance jusqu'à environ 1 mois, 1 mois et demi, c'est exclusivement des pleurs qui va être son mode de communication. Pourquoi? À quoi ça sert ces pleurs-là? Bien, c'est à vous dire, il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Alors, cherche et trouve, s'il te plaît. De 6 semaines à 3 mois apparaissent les fameux gazouillis. Des petits cris, des petits gloussements, un petit peu comme, je ne vais pas dire une poule, c'est pas gentil pour le bébé, là, mais des petits sons de gorge qu'il va émettre. Il y a des bébés qui font ça aussi. Des petits roucoulements, ou juste des sons de voyelles. Yeah! Dans l'histoire du petit Jules, là, c'était pas une histoire, mais un peu plus haut, quand je vous demandais d'aller voir le lien sur la réaction circulaire secondaire, c'est ça. Secondaire, où est-ce qu'il jouait puis il grattait sur le tapis, il a émis des petits sons. Ben, c'est ça. Puis il est dans cette période-là, lui, là. Donc, le petit cri, il se donne des frissons lui-même. D'ailleurs, la première fois que les enfants commencent à émettre des sons, ils se surprennent eux-mêmes. Après ça, ils savent que c'est eux qui produisent ces sons-là et ils vont les répéter, surtout si ça leur attire l'attention positive de la part de l'entourage. Entre 6 et 10 mois, apparaît ce qu'on appelle le babillage. Donc, avant ça, tu ne fais que pleurer. Après ça, ben, tu émets différents sons, des voyelles. Babillage, c'est toujours 2 choses. Il y a une consonne, une voyelle. Fait que ça fait ba, 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 da, da, da. Ou ça ressemble à des voyelles. Hey, day, day, day. Ya, 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 ya. Ça va beaucoup ressembler à maman, parce que ça fait maman, maman. Ou à papa, 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 papa. Ça sonne comme ça, là. Donc, c'est une consonne, une voyelle. Ça commence à s'approcher du langage. On dit pourquoi ce babillage-là ressemble beaucoup au premier mot qu'on espère, que l'enfant dise maman. Elle va dire maman, il ne dira pas maman, hein? Ou papa. Pourquoi? C'est parce qu'il l'entend tout le temps. Quand on s'occupe d'un enfant, qu'est-ce qu'on fait? On se nomme. Mais avec mes enfants, je ne disais pas regarde, Maude, Marjolaine, elle va
enlever ta couche. Marjolaine, elle va nettoyer tes foufounes. Non, on va dire, maman, attends, maman, on va aller chercher ton lait. Attends un petit peu, maman. Puis il y a beaucoup de attends. Hein? D'ailleurs, le premier mot que ma fille a émis, en fait, c'était du babillage, parce que c'était entre 6 et 10 mois, c'était attends. Ça ressemble un peu à la voyelle consonne. Attends. Vous imaginez? Quel découragement. C'est ma mère qui m'a fait remarquer que, hey, ta fille, là, elle dit attends. C'est comme, pourquoi je dirais attends? Là, j'ai réalisé à quel point la mère anxieuse que j'étais, c'est vrai que j'étais toujours en train de dire attends. Mais attends, je voulais que ça aille vite. Dès qu'elle manifestait, elle craquait un petit peu pour quelque chose. Attends, maman, elle arrive. Attends, maman, attends. Elle venait de régurgiter. Attends, tout. Mets pas ta main dans ton vomi. Attends, maman va nettoyer. Bon, elle m'écoutait pas toujours, là. Mais oui, j'étais une maman anxieuse. Ça s'est placé à la deuxième. C'est correct, là, on apprend, toutes les mamans, les papas apprennent sur le da, comme on dit. Donc, un babillage, bababa, da, day, c'est pas mal ça, là, jusqu'à 10-11 mois. Entre 9 et 10 mois, là, l'enfant va commencer à s'exprimer. Il n'y a pas de mots, mais il prend son babillage, puis il se fait des espèces de phrases. Des espèces de phrases en prenant des intonations, en prenant des pauses dans sa phrase, puis avec l'accent qui est propre à sa langue maternelle. C'est ça qu'on appelle la prosodie. Il est sensible à ça. Il va reconnaître ces sons-là, puis c'est ça qui va lui permettre de développer le vocabulaire et les structures de phrases qui vont avec sa langue maternelle. Donc, un enfant qui serait exposé à une autre langue, par exemple, puis bon, disons, c'est un petit bébé francophone langue maternelle, et puis on le place en présence d'une dame qui lui parlerait dans une autre langue, ça pourrait être le russe ou l'allemand, eh bien, l'enfant, pour lui, ça n'attirera pas son attention. Il va voir un visage, il va émettre des sons, mais pour lui, ces sons-là ne seront pas décodés comme quelque chose qui fait partie de son langage. Parce que dans certaines langues, c'est plus guttural, donc on se sert beaucoup de la gorge quand on parle. On met beaucoup de sons qui viennent de la gorge. Il y en a d'autres qui ont des claquements de langue à travers la production de certains sons. Puis lui, c'est ça, il n'en tiendra pas compte parce que ça ne fait pas partie de sa langue maternelle. Il dit, bon, ouais, mais s'il est exposé à 2 langues, oui, oui, il va apprendre les 2 langues parce qu'il est exposé à ces 2 langues-là. Il va mélanger des fois un peu les mots, l'anglais et le français, mais il va arriver à un moment donné à toutes les décoder. Il y a un changement de code qui se fait systématiquement là, dans son cerveau quand il parle en anglais ou en français. C'est ça. La plasticité cérébrale, c'est grâce à ça. La synchronie ou régulation mutuelle, moi je parle ici, vu qu'on parle du langage, de la valse des sons. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité qu'a le parent d'interagir d'établir avec l'enfant un rythme de discussion, même s'il n'y a pas des mots. L'enfant va faire des bye, day. Quand il a terminé, là, le parent va renchérir soit avec ses mots ou avec des vrais mots. T'sais, on dit oui, day, oui, t'as le goût de jaser, là, mon bébé, hein? L'enfant va répondre, Donc, cette valse-là, cette régulation-là, le parent, qui est en harmonie, qui est en synchronie avec son enfant, bien, ça favorise beaucoup le développement du langage. Et cette synchronie-là va se faire aussi au niveau des gestes. Dans le jeu, entre le parent et l'enfant, on le laisse faire des choses. Après ça, on l'accompagne. On le laisse faire des choses, on l'accompagne. Le petit vidéo qu'il y a là, vous allez vous amuser. Ce sont des jumeaux qui jasent, mais qui n'ont pas de mots. Là, on a vraiment, les deux, ils sont en synchronie, ces 2 petits bouts-là. Ils sont tellement expressifs. Moi, ce que j'y vois, c'est que dans cette famille-là, ça doit des fois parler fort, puis ça doit jaser fort, mais ils sont crampants. Alors, bon visionnement. Ça dure quand même un petit bout de temps, je me dis. Ils l'ont sûrement refait ou ils ont continué, ces petits bouts-là, sont vraiment comiques. Pour poursuivre avec la diapositive précédente, je vous ai mis un lien dans lequel une petite fille est en grande discussion avec son père. Et on voit vraiment la synchronie,
entre le père et l'enfant, et même la mère qui filme la situation. On entend sa voix, on ne la voit pas, mais il y a vraiment une belle dynamique dans cette famille. Ça va vraiment vous amuser. Le comportement prélinguistique, ça veut dire avant le langage. C'est des comportements qui vont apparaître, que l'enfant va produire, donc des gestes qu'il va produire pour communiquer. Souvent, c'est le contexte qui va nous permettre de bien comprendre qu'est-ce que ça signifie. Beaucoup d'enfants pointent du doigt quand ils veulent quelque chose. Ça peut vouloir dire « je le veux », mais ça peut vouloir dire aussi le « qu'est-ce que c'est » ou « prête-le-moi ». Pointer du doigt, ça peut vouloir dire plein de choses. Il y a des gestes comme oui, non, oui de la tête. Il sait que ça veut dire, il sait qu'est-ce que ça veut dire oui, puis il sait que non, ça veut dire ne fais pas ça. Donc, il va apprendre très tôt à dire non aussi avec la tête parce qu'on lui dit souvent non, on a peur qu'il se blesse. Donc, ces gestes-là, ils sont appris ou ils sont imités. Par exemple, on peut demander à un enfant, quand la grand-mère part de la maison, on dit bye-bye à grand-maman. Donc, il va prendre sa main et il va faire le au revoir. Pour lui, ça veut dire que la personne, elle s'en va. Ça veut dire, c'est ça, c'est une communication comme ça. Et même, il y en a qui vont leur apprendre le bec soufflé. Ils se touchent les lèvres et ils soufflent un bec. Donc, ça, on dit qu'ils vont l'utiliser beaucoup avant qu'il y ait au moins 25 mots de vocabulaire. Il y a des enfants qui parlent tardivement. Souvent, c'est parce qu'on laisse trop de place à la gestuelle symbolique. Ou on parle à leur place. Il faut faire attention à ça. Quand un enfant ne parle peu ou veut quelque chose, qui pointe quelque chose, on peut dire qu'est-ce que c'est. C'est une banane, par exemple, qu'il y a dans un plat. C'est-à-dire, tu veux une banane? Puis là, l'enfant va faire oui de la tête et dire, tu veux quoi? Dis-moi ce que tu veux. Puis là, il va peut-être le prononcer. Tu sais, Anan dit, là, on le reprend, mais on ne le chicane pas parce qu'il a fait un Anan. Il dit, oui, tu veux une banane. D'accord, je vais te peler ta banane et je vais te donner des morceaux de banane. Une fois qu'on met les morceaux de banane sur sa petite tablette, on prend un morceau et on dit « c'est quoi ça? » Ça, c'est une façon de stimuler le langage chez l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui sont beaucoup plus prudents dans la production du langage. Ils veulent que ça soit un peu parfait quand ils vont émettre les sons. On a tous notre tempérament. Hein? Puis il y en a d'autres que, bon, peu importe, moi, je discute. La petite fille blabla de la diapositive que vous avez vue tout à l'heure, ben elle, c'est blablabla. Parfois, ça ressemble à des mots. Maman, papa, puis à travers ça, elle sort des autres blablabla. Donc, c'est ça. Pour ce qui est d'amener les enfants à pouvoir produire plus de sons, on n'élimine pas la gestuelle symbolique. On la laisse, mais elle va d'elle-même, elle va partir quand l'enfant va avoir de plus en plus de vocabulaire. C'est ce que ça dit. Les premiers mots, ils apparaissent aux alentours de 10 à 14 mots. Puis quand est-ce qu'on va dire que c'est un vrai mot? C'est quand ces sons-là désignent clairement une personne, un animal ou un objet. C'est pas comme quand l'enfant fait du babillage, papa, maman. Il n'est pas en train de dire maman ni papa, c'est qu'il l'entend souvent, alors il reproduit ces sons-là. Mais à un moment donné, il va voir sa mère, puis il va faire « maman ». Là, vous savez que c'est à vous qui s'adresse parce que vous êtes la maman, le papa, puis il fait « papa ». Ça va être ses premiers mots. C'est souvent ces mots-là qui vont être les premiers mots. Mais parfois, ça peut être un animal domestique, le nom du chien ou un jouet. Sa petite couverture qu'on appelle doudou, ben, il va dire doudou. Là, tu sais que c'est son premier mot. C'est fun. Bon, c'est pas toujours ce à quoi on s'attend. Par exemple, ma petite dernière, j'avais une dame qui la gardait à la maison. Sa nounou, notre merveilleuse Suzanne qui était avec nous pendant des années, avec tous mes enfants, avec toute ma marmaille, eh bien, le premier mot que Liv a prononcé, c'était « Azane ». Imaginez-vous donc. Fait que, bon, je me suis pas choquée après Azane, hein, Suzanne. C'est normal que son premier mot soit Suzanne, parce que Suzanne passe énormément de temps le jour avec elle. Moi, j'étais au travail et son premier mot était Azane. Ça désignait. Mais pour elle, Azane, ce que ça désignait, c'était pas Suzanne comme telle. Elle tendait les bras, ça voulait dire « prends-moi ».
il est fort probable que dans beaucoup de situations, okay, Suzanne se nommait, oui, Suzanne, elle va te prendre dans ses bras. Elle devait dire ça, puis souvent, elle passait beaucoup de temps avec elle. Suzanne, elle va te prendre. Suzanne, elle va, Suzanne. Fait que pour elle, Azan, c'est un prends soin, un prends-moi dans tes bras. Donc, on pourrait dire que c'est un premier mot. Elle finit par dire maman puis papa aussi, là. Je suis pas inquiète pour ça, là. Hey. Au moins, ça veut dire qu'elle est bien avec Suzanne. Ça, c'est important. Si on reprend l'exemple de Azan et que je l'interprète comme étant une demande de la part de mon enfant qu'on s'occupe de lui, à ce moment-là, je parlerais d'holophrase. Ça ne serait pas juste le premier mot, c'est holophrase. Ça veut dire qu'un seul mot exprime une pensée complète. Si un enfant émet le son, il est vis-à-vis le réfrigérateur, il pointe du doigt, la gestuelle symbolique, puis il dit « jus ». Il n'y a pas de jus dans son visage, il sait que le jus est dans le réfrigérateur, et ce qu'il veut dire en pointant son doigt, c'est « je veux avoir du jus ». Nous, on reprend qu'est-ce qu'il a dit, on reprend sa phrase, donc il vient d'intégrer encore comment ça se dit, mais c'est ça, holophrase, c'est ça, ça peut être un jouet, ça peut être ça, le nom d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'une action en particulier, mais qui reflète une pensée plus complète que juste nommer le concept. Chez l'humain, on a le langage réceptif et le langage expressif. Ils sont intimement liés, bien sûr. Qu'est-ce que le langage réceptif? C'est notre capacité à comprendre la signification des mots. Okay? On dit qu'il est plus étendu que le langage expressif parce que le langage expressif, c'est la capacité de dire des choses. Donc, si je demande à un enfant, et ça m'est arrivé, j'ai demandé à ma fille de 18 mois, d'être très très jeune, d'aller chercher des pantoufles qui sont en dessous de son lit, eh bien, ça m'a surpris. Ma phrase était quand même assez longue. Peux-tu, s'il te plaît, Mathilde, aller chercher mes pantoufles qui sont en dessous de mon lit? Moi, je disais ça tout bonnement même. Elle est partie, elle est revenue avec les pantoufles. Donc, elle avait compris. Mais si je lui avais demandé qu'est-ce que tu m'amènes là, ben, elle aurait peut-être juste dit à touffe. Elle n'aurait pas sorti une phrase je t'amène les pantoufles qui étaient en dessous de ton lit. Là. C'est pas ça du tout. Donc, chez tout le monde, le langage réceptif est beaucoup plus large que le langage expressif. Et c'est plus marquant chez les jeunes enfants. Parce que l'usage du vocabulaire, il y en est à ses débuts. Je vais vous donner un exemple concret, même chez la personne adulte. Il se peut que, face à l'anglais, à la langue anglaise, vous ayez de la difficulté à parler avec les gens. Votre vocabulaire est plus limité, la capacité de former les phrases est plus limitée. Mais d'un autre côté, quand on vous parle en anglais ou quand vous écoutez une émission en anglais, ça se fait beaucoup plus facilement. Vous arrivez bien à saisir. Donc, ce n'est pas à produire le langage, mais c'est à recevoir le langage. Donc, il y a juste un pas à faire pour finalement développer le bilinguisme avec un petit peu d'effort et de pratique, parce que la télé, c'est pas avec ça qu'on se pratique. Le langage expressif, c'est donc la capacité de s'exprimer avec des mots. Si je suis en train de lire une histoire à un enfant, je favorise quel type de langage? Ben, c'est le langage réceptif. Pourquoi? Parce qu'il m'écoute en train de raconter l'histoire. Donc, les mots entrent dans la pensée de l'enfant, puis on sait qu'il y a un très, très gros registre de langage réceptif. Mais si je veux favoriser je m'étouffe, le langage expressif, eh bien, ce que je peux faire, c'est ce qu'on appelle la lecture dirigée. Je prends le volume et moi, je pointe des choses dans le livre et je demande à l'enfant qu'est-ce que c'est, comment il voit les choses dans l'histoire. Ça, c'est le langage expressif qui est favorisé dans le cadre de la lecture dirigée. Entre, on dit 16 mois, moi je dis 16, 18 mois, jusqu'à 24 mois, là, il y a vraiment une explosion au niveau du vocabulaire de l'enfant. Et puis, il y a même des phrases, il arrive avec la phrase que vous allez entendre tout le temps quand il commence à parler,
à part non, qui est une holophrase qui veut dire qu'il ne veut pas faire quelque chose, quelquefois oui, le « c'est quoi ça? C'est quoi ça? » en pointant avec son doigt. Donc, si on peut répéter, puis nous demander plusieurs fois la même chose, c'est quoi ça? Tu dis, pourquoi qu'il me demande de le répéter s'il sait ce que c'est? Eh bien, il veut s'assurer que tu dis la même chose. Eh oui. Donc, vous imaginez quand ça peut être embêté, un enfant qui nous pointe, par exemple, une chaise, puis dit, c'est quoi ça? Toi, tu dis une chaise, puis il va voir son père, c'est quoi ça? Lui, il dit un fauteuil. Hop là! C'est pas le même mot. OK, c'est quoi la distinction entre un fauteuil et une chaise? Bon. Il va être en mode, c'est quoi ça? Inquiétez-vous pas, il va refaire ces catégories, il va reclasser tout ça. Il va savoir qu'une chaise puis un fauteuil, ça a des propriétés similaires, c'est de mettre notre popotin dessus. Voilà. Donc, on dit que ça va passer rapidement de 500 à 400 mots qu'il va être capable d'exprimer, pas juste d'enregistrer. Donc, à 3 ans, on dit qu'il peut utiliser 1000 mots en langage expressif, mais quelque part, réceptif, il y en a 10 000. C'est 10 fois plus. Ce qui va arriver à comprendre que ce qu'il est capable d'exprimer. À un moment donné, il va être capable de les exprimer aussi. Ils sont enregistrés. C'est juste qu'il n'y a pas encore le potentiel de le produire ou de trouver la situation dans laquelle il va se produire. D'ailleurs, c'est tellement drôle. Ma fille, à un moment donné, elle produisait des mots comme ça, puis j'étais dans le c'est quoi ça? Un plancher, une lumière, donc elle pointait des choses comme ça, et puis je le disais, et tout bonnement, elle a pointé à un moment donné un plancher, puis elle m'a dit, elle a juste dit, céramique? Je vais comme, hein? Céramique. Quand est-ce que j'ai parlé d'une céramique? Je dis, ben oui, fille, c'est de la céramique. Elle aurait pu aussi bien pointer un plancher de bois franc, peut-être qu'elle aurait dit céramique. Mais là, disons que ça avait bien à donner. Je me disais, céramique, elle n'a pas dit plancher, elle n'a pas dit tapis. Elle dit céramique. On les trouve donc intelligents, nos enfants, quand ils font des affaires de même. Nos enfants, c'est toujours les plus beaux, les plus fins, les plus intelligents. Ça, là, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on considère comme étant les premières phrases de l'enfant? Ben, c'est une combinaison de mots. 2 mots, 3 mots que l'enfant prononce sans qu'il y ait des articles, sans qu'il y ait des pronoms. C'est vraiment, on appelle ça le langage télégraphique. Papa parti, bébé dodo, chien dehors, papa, là, les exemples que je vous ai mis là. Donc, c'est une façon pour lui de préciser son idée. On a parlé de l'holophrase. Holophrase, c'était juste un mot. Là, on a une coche au-dessus. Vraiment une coche au-dessus parce que quand il dit papa parti, on voit très bien qu'il dit que son papa est parti. Son papa n'est pas là, n'est pas à la maison. Papa parti. Quand il dit juste papa dans l'holophrase, puis qu'il regarde dehors, là, on peut inférer qu'il pense papa parti. Vous voyez? Donc, l'apparition de la syntaxe, quand est-ce que ça apparaît qu'on fait des phrases avec les verbes accordés comme ils peuvent, là? Entre 20 et 30 mois, apparition de la syntaxe. Donc, utiliser des articles et le pluriel, là, ça apparaît. Quand il y a plusieurs chiens, il va dire des chiens au lieu de juste chiens. Il distingue le pluriel du singulier. Le des, le un, la, tu sais, le pchieux, ça va être un monsieur, là. Le pchieux, la bedame, même s'il n'est pas bien prononcé, il va dire la bedame. Au lieu de dire bedame, la bedame, la madame. Tu répètes. Oui, la madame. Qu'est-ce qu'elle a, la madame? Poubelle. Mon Dieu! Ça arrive. Je vous le dis. Malaise. Les enfants appliquent des règles particulières dans leur langage. Les caractéristiques qu'on va retrouver dans le langage de l'enfant. Par exemple, celle-là qu'on appelle la surgénéralisation des règles. Là, on parle de grammaire. Comment ils vont conjuguer ça? Comment mettre ça au pluriel? Ils partent de ce qu'ils ont déjà entendu, puis ils rajoutent le suffixe ou le préfixe qui, pour eux, va avec et va former le mot. C'est pas rare qu'on entend « ils tiennaient »,« ils jouaient ensemble »,
ils sont partis. Ça, le pire, c'est que je l'ai entendu chez des adultes aussi. N'oubliez pas, ils tenaient, ils jouaient, ils étaient. C'est plus ça. Il finit par le comprendre, puis il finit par l'intégrer. Les préfixes, suffixes aussi, il peut en rajouter parce qu'il sait qu'il y a des choses qui veulent dire après puis des choses qui veulent dire avant. Donc, le préfixe D veut dire défaire une action précédente. Alors, ils vont comme inventer des mots avec la règle que le D veut dire que tu défais. Parce qu'on dit, tu as fait une boucle, défais la boucle, c'est ça. Alors, ma fille m'est arrivée à un moment donné, puis c'est ça. Elle est en train de se balancer, puis elle est tombée de la balançoire, sans pleurer, c'est magnifique. Puis là, elle est venue me voir, puis elle m'a dit qu'elle était détombée de la balançoire. Détombée. OK, tu étais tombée, mais là, elle venait me voir, donc elle était debout. C'est ça. Je me suis relevée après être tombée. Elle est détombée de la balançoire. Prendre un bain, parce qu'on dit prends ton bain. Donc, si tu sors du bain, tu le déprends. Déprendre son bain. Celle-là était forte. Dessortir de dehors. Dessortir de dehors. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire entrer dans la maison. Sors dehors, tu dessors, mais quand tu es dehors, puis tu veux rentrer à la maison, dessortir de dehors. Celle-là était forte. J'ai dit, mon enfant est génial. Ça n'a pas de bon sens. On dit, bon, au lieu de dire débarquer, débalancer. Il ne veut plus se balancer, je veux débalancer. Donc, ça, c'est quelques-uns que je me souviens, mais si j'avais tenu un registre, là, j'aurais donc dû, hein? Mais on a tellement de choses à faire quand on a des tout petits à la maison. On se dit qu'on va s'en rappeler, mais je ne me rappelle pas de tout, bien sûr. On a la surgénéralisation des règles grammaticales, mais il y a aussi la surgénéralisation des concepts. Un mot peut désigner pour lui beaucoup de choses. Par exemple, tous les animaux à quatre pattes, pour lui, sont des chats. Parce qu'il avait fait sa catégorie, c'est pas un humain, ça a le quatre pattes, donc c'est un chat. Il y a un chien chez lui, et son chien s'appelle Toby. Mais tous les chiens qu'il va croiser, ça va être des Toby. Regarde, maman, un Toby. Toutes les personnes qui vont avoir des cheveux blancs, ou ça peut être une barbe blanche, pour eux autres, c'est des grands-papas. Parce que leur grand-papa a les cheveux blancs ou la barbe blanche. Donc, c'est des grands-papas. Puis c'est amusant quand on a notre enfant dans les bras, puis que des personnes âgées sont près de nous, puis ils font des beaux sourires à l'enfant, puis l'enfant pointe du doigt, puis il dit « grand-papa ». Le monsieur, il fait comme « je le savais pas », là. Il trouve ça drôle. Mais pour eux, c'est ça. Ça veut dire qu'il a fait l'association, puis ça a le rapport avec la couleur des cheveux. Des fois, ça peut être aussi les rides, flatteur, poussure. Moi, je suis une grand-mère, mais jusqu'à date, on m'a pas pris pour une grand-mère. Fiouf! On a la surgénéralisation au niveau des concepts et des règles, mais on a aussi la surdiscrimination. À ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un mot qui pourrait être utilisé dans plusieurs cas, plusieurs situations, pour plusieurs objets, plusieurs personnes, plusieurs animaux, mais pour lui, non. Ce mot-là ne correspond qu'à un concept, puis le concept qui lui est familier. La doudou, par exemple. Beaucoup d'enfants ont une couverture qu'on appelle l'objet transitionnel. Bon, l'enfant se retrouve à la garderie, il a amené sa doudou, l'autre petit enfant arrive aussi avec sa doudou, et puis, en arrivant, la doudou tombe à terre, et si je lui demande, donne la doudou, donne-lui sa doudou. Hey, là, il va être fâché. Non, hey, là, il serre la sienne d'un bras. Non, donne-lui sa doudou, la doudou qui est là. Il va te répondre, pas doudou, ça peut pas être une doudou. La même chose, un papa. Pour lui, c'est son papa. Il y a un papa. Donc, quand un autre enfant est à la garderie et qu'arrive un papa, puis que l'enfant, il crie « Papa », mais lui, il regarde, il fait « Pas papa ». Ça ne durera pas éternellement. Ils finissent par comprendre que chacun a un papa puis une maman. Mais c'est comique, ça, c'est de la surdiscrimination. Même chose, c'est du jus. Il veut du jus. Tu lui offres du jus d'orange, alors que lui, c'est le jus de pomme. Quand on parle de jus, c'était son jus préféré. Donc, c'est pas du jus que j'offre, j'offre du jus de raisin. Il va dire non, jus. Mathieu veut jus. Mathieu veut jus.
C'est de la surdiscrimination. La règle de base chez les enfants, autant dans la motricité que dans la parole, c'est la simplification. Tandis le minimum pour être compris. C'est pour ça que le langage gestuel peut durer très longtemps chez certains enfants, parce qu'on parle à leur place et parce qu'on fait ce qu'ils nous demandent juste parce qu'on a vu les signes qu'ils produisaient. Donc, on dit l'enfant dit le minimum pour être compris, puis des fois c'est embarrassant. On est chez grand-maman, elle a préparé un merveilleux pâté chinois comme tous les dimanches soirs. Puis le petit commence à manger, puis il fait « pas bon ». Regarder une personne, puis lui dire justement « pas beau pécheux, là, hey, c'est pas beau, madame ». C'est mal à l'aise. Bon, la personne, elle sait qu'elle a des traits particuliers, mais l'enfant, lui, il n'y a pas de filtre, hein. Il regarde quelqu'un, s'il le trouve pas beau, il est pas beau. Ça m'est arrivé, j'étais au Tim Hortons avec ma fille, et il y avait un transsexuel, en fait, puis c'était un homme qui devenait une femme, mais avec une forte pilosité, puis c'était quelqu'un qui était très corpulent. Elle était corpulente. Elle était habillée avec une robe, puis ma fille, elle a regardé la personne, puis elle a dit « pas beau, pécheux ». Elle a vu l'homme, mais elle a dit qu'il n'est pas beau, parce qu'il est habillé avec des vêtements de femme, puis en tout cas, ça lui plaisait pas, ça c'est sûr. Une autre fois, elle m'avait demandé, elle était plus vieille, puis elle avait une interrogation, en voyant le curé de la paroisse, on était après la messe de 8 heures, dans le temps de Noël, en le voyant, il y a une grosse bédaine, bon, il est obèse, c'est un bon monsieur obèse. Elle a pointé du doigt, puis elle m'a regardé, puis elle a dit « bébé dedans ». Oups! Ta question, ma fille, elle est drette, elle est difficile à avaler, il a trouvé ça drôle. Vraiment, c'est pas grave, là. Je lui demande, as-tu fait ton lit? Parce que des fois, on leur donne des petites tâches. As-tu fait ton lit? Ou t'as-tu serré tes jouets dans le bac à jouets? Il va te répondre, j'ai déjà. J'ai déjà. Ça, c'est sa phrase. J'ai déjà. Quand on parle au tout petit, vous remarquerez que vous changez vraiment au niveau de votre intonation, même sur le plan physique, là, ton expression faciale, elle est différente quand tu s'adresses à un enfant qu'à un adulte. Puis on parle de tout petit enfant, là. L'enfant de 8 ans, tu ne parleras pas avec une petite voix. Mais je vais vous la mettre, la petite voix, vous la connaissez, la voix quand on parle à un bébé. C'est un peu comme quand on parle à nos chats et nos chiens, parce qu'il y en a qui disent que c'est un peu comme leur bébé. Fait qu'on fait « Bonjour, bonjour le bébé ». Oui, fait des beaux sourires le bébé. Ouh. Puis on répète souvent le bébé, on répète. Le bébé, as-tu faim? Il mangerait-il le bébé? Non. Avec une petite voix. C'est ordinaire, mon affaire, mais c'est comme ça. Donc ça s'appelle le langage maternel ou langage bébé. C'est pas la langue maternelle. La langue maternelle, c'est la langue que tu parles couramment à la maison. Français, anglais, espagnol, peu importe, mandarin. Donc, puis il ne faut pas confondre ça avec le fameux, ce qu'on appelle le jargon de bébé. Le jargon de bébé, c'est des mots que lui emploie pour désigner des trucs. Puis ça, il ne faut pas l'encourager, le jargon de bébé. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Donc, qu'est-ce qui est particulier dans le langage maternel, ou on va l'appeler langage bébé? Phrase courte. Beaucoup de questions, ou une intonation qui fait une interrogation. On va répéter aussi les sons du bébé. S'il fait des sons, on va les reprendre, puis après ça, on va fournir une phrase d'approbation, comme pour l'amener dans notre synchronie à reformuler une nouvelle fois. On emploie aussi beaucoup de prénoms. Donc, plus de prénoms que de pronoms. Mais prénoms, si je suis la maman, je vais dire maman va faire ci, maman va faire ça, viens voir maman. Donc, elle va pas, elle se nomme beaucoup. Puis elle nomme aussi l'enfant beaucoup. Mais ça va être, au début, on dit beaucoup le bébé, ou ma petite Mathilde. Et contente ma petite Mathilde, on va nommer les gens. Et les intonations sont beaucoup exagérées sur un ton, un tout petit ton, un ton aigu, finalement. Même les messieurs à grosse voix, quand ils parlent au bébé, c'est assez comique. Ils ont leur grosse voix, puis ils essayent de prendre une petite voix, puis c'est assez... Les enfants,
Les enfants en bas âge, tu vas avoir un enfant de 4 ans, 5 ans, qui va s'adresser à un tout petit bébé, puis lui, il a déjà une voix très aiguë, mais il va prendre une plus petite voix encore. Il va ralentir son débit verbal et articuler beaucoup et regarder l'enfant droit dans les yeux. Ça, c'est les caractéristiques que l'on a au langage adressé aux enfants. Ce qu'on appelle le jargon de bébé, c'est des mots qu'on a déformés. Des fois, c'est parce que l'enfant l'employait puis on l'a gardé. Par exemple, si pour l'enfant, du hamage, c'est du fromage, et qu'on lui demande, Langis, est-ce que tu veux un morceau de hamage? Ben, il va apprendre que le fromage, c'est du hamage, finalement. C'est pas ça qu'il faut faire. Donc, on ne dit pas encourager le jargon de bébé pour faciliter justement la compréhension. Il faut y aller avec le vrai mot, mais on ne le gronde pas parce qu'il se trompe ou parce qu'il emploie ce jargon-là. De la nourriture, c'est pas du noum-noum. Hein? Ou même un biscuit. Il y en a qui vont dire c'est un kiki. Un kiki. Un minou, c'est un chat. Un pitou, c'est un chien. C'est pas si grave, ça. Pitou, minou, là, mais c'est sûr que c'est confondant. Si la mère a dit que le minou, c'est un chat, puis que son chéri, son nom tout doux, son surnom ou son nom affectueux, c'est Minou. OK? Allô, Minou, t'as-tu passé une belle journée? Puis le chat est dans la litière. Oups, le Minou, il fait caca. Mais ça marche pas, là. Quelque chose qui marche pas là-dedans. Lolo, au lieu d'être de l'eau. Dehors. Beaucoup d'enfants vont dire dior, dior. Donc, on se force un peu pour mieux parler. Quand on veut apprendre à parler à nos enfants, dior. La tante, tu tata ou tati, c'est ça. Mais souvent, même nous, on va dire ma tante Aline. Puis on dit je vais aller chez ma tante. on l'a pas, là. Hein? On l'a pas la bonne façon de formuler. Mais bon, c'est pas dramatique, là. Mais fais un beau tata. Fais un beau tata, c'est un au revoir. Fais un beau tata à grand-maman. Si à 6 ans, il dit encore j'ai fait un tata à grand-maman quand je l'ai vu. Non, un bidon, au lieu d'être son ventre, un bidon. C'est drôle quand ils emploient des mots puis qu'ils les formulent à leur façon, mais on les encourage pas, puis c'est pas grave si une fois de temps en temps on le reprend. Juste pour que quand il va se retrouver en situation sociale, il ne vive pas le malaise par rapport au fait qu'il ne dit pas les choses comme il faut ou qu'il n'est pas compris tout simplement par les autres parce qu'on a trop de jargon de bébé qu'on partage avec lui. D'ailleurs, une de mes filles, elle avait beaucoup de jargon. Elle s'inventait son propre langage pour nommer des choses. Et sa sœur aînée, Maud, elle, c'était la seule qui comprenait qu'est-ce qu'elle voulait. Donc, des fois, je m'adressais à Maud, j'ai dit qu'est-ce qu'elle veut, là, qu'est-ce qu'elle dit. Elle trouvait toujours qu'est-ce que ça voulait dire. Mais je dis là, à un moment donné, là, Maud, aide-la à dire les bons mots. Parce que si tu continues de jargonner avec elle, vous êtes juste les deux qui êtes capables de vous communiquer. Et toi, ça te valorise, d'accord, tu comprends son jargon, mais tu sais, la petite, il va falloir qu'elle parle à quelqu'un d'autre. Mais c'était vraiment une situation un peu étrange. Peut-être que ça va vous arriver. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand le jargon de bébé s'est inscrit dans son registre verbal? On essaye, dans la mesure du possible, de reformuler avec les bonnes expressions. Sans obliger l'enfant de répéter. Même s'il a dit du noum-noum, ben, on va dire du noum-noum, c'est de la nourriture. Il y en a qui disent du bon manger. Ça se dit pas, ça, OK? Pensez-y. La bonne nourriture, ou tu nommes qu'est-ce qui est la nourriture, c'est un bon pâté chinois, mais c'est pas un bon manger. Mais c'est ça, il y a même des adultes qui font des règles de grammaire puis ils se trompent. Hein? J'ai reçu un appel hier. Puis c'est comment qu'elle dit ça, ma grand-mère? OK. Il n'y a personne qui répond. J'ai appelé tel endroit, puis il n'y a personne qui répond. C'est répondu. C'est pas plus long, répondu. Mais c'est juste de faire attention au jargon, faire attention aussi aux jurons. Ou différentes expressions à caractère sexuel qui ne sont pas adéquates. Parler en donnant le bain à l'enfant, dire à la petite fille qu'elle a une minoune. Okay? Non, c'est une vulve qu'elle a. Le petit bonhomme lui dire qu'il y a une quéquette. T'sais. Joue pas avec ta quéquette dans le bain. Ton pénis.
Si ça vous rend mal à l'aise de dire les vrais mots, posez-vous des questions sur votre propre éducation sexuelle ou votre propre rapport aux parties de votre corps. On fait attention. Puis les jurons, ben, on essaye de limiter ça. À un moment donné, mon père, il a reçu un petit bonhomme, il était dentiste, il a reçu un petit bonhomme, puis pour détendre l'atmosphère, mon père lui a dit qu'il y avait des belles bottes. C'était des bottes à l'eau, là, des bottes de printemps ou des bottes d'automne, là. Fait que le petit bonhomme, de lui répondre tout content, il dit c'est des bottes de Newf Chris. C'est des bottes de Newf Chris. Pour lui, il avait entendu, probablement quelqu'un dit il porte des bottes, elle lui porte des bottes de Newf Chris. Fait que lui, c'était tout le mot pour dire qu'est-ce qu'étaient ses chaussures, c'est des bottes de Newf Chris. Ma fille est déjà, à un moment donné, elle était dans la cuisine, puis elle m'a sorti un tabarnak, là. Vraiment par rapport à... Bon, le chien venait de passer, puis il l'avait bousculé. Puis elle a dit « Arrête! Arrête, tabarnak! » C'est comme, oh, elle l'a entendu quelque part. Des fois, c'est à la garderie. On espère que non. Mais des fois, c'est chez nous, hein. Les jurons, quand on a une colère, on va essayer de slacker ça. Puis des fois, c'est drôle quand on l'entend, puis on a tendance à rire. Mais il faut tout de suite se reprendre. Hein. Quand on rit, ça ne veut pas dire que c'est le bon mot pour lui. Il ne faut pas l'encourager. Vous comprenez le principe. On termine avec les règles de base pour la communication, pour favoriser l'acquisition du langage chez l'enfant. On dit qu'il doit pratiquer. Pratiquer le langage, interagir avec vous. Vous prenez le temps d'avoir son attention, premièrement, et vous lui parlez, même s'il ne comprend pas le langage. Parce que pour vraiment structurer tout ça, il a besoin de l'entendre. Donc, il doit entendre les paroles qui sont adressées à lui directement. On dit la télévision, ce n'est pas un interlocuteur. Ce n'est pas en le mettant devant la télévision qu'il va apprendre à parler. Oui, il y a des émissions d'enfants où est-ce qu'il y a beaucoup de vocabulaire. Mais pour apprendre les règles de grammaire, pour apprendre vraiment la structure des phrases, il faut être capable d'échanger, il faut être capable de produire, puis il faut qu'il puisse voir aussi ses erreurs, sans qu'il soit jugé négativement. Donc, ce n'est pas un interlocuteur, la télévision. Là. Parlez avec l'enfant de l'émission qui est en train de regarder, lui demander qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il trouve drôle. Donc, on doit donner à l'enfant le temps de communiquer, donc éviter de répondre à sa place. Ça, je vous en ai parlé. Si on lui met des phrases toutes faites, il ne fera pas d'effort. C'est pour lui le plus simple. C'est ça. Moins d'énergie à produire pour se faire comprendre. Il y a une espèce de paresse intellectuelle qui s'installe. En cas de difficulté, si on voit que c'est tard avant que l'enfant, puis on voit qu'il ne prononce pas bien, parce qu'il y a des enfants, c'est ça, qui ont des problèmes d'élocution. Par exemple, un enfant qui zézette, parle sous la langue. Lui, dans l'acquisition de son langage, il positionne mal sa langue. Et puis, ça peut durer très longtemps. Si on ne consulte pas un orthophoniste pour corriger cette façon-là, il va se retrouver à l'école et, bien sûr, va être ciblé par les autres parce qu'ils vont dire que, justement, ils zézettent. Moi, ça qui parle de même, là, son estime de lui va être ébranlée. Donc, on voit qu'il y a de la difficulté. Puis, même si de vous-même, vous êtes là, dis pas saucisse, okay? Dis saucisse. Pas saucisse, dis pas sandail, dis chandail. Vous n'avez pas la technique pour l'amener à positionner sa bouche de façon, et sa langue, de façon à produire les bons sons. Si ça fonctionne, oui, mais si vous voyez que ça devient problématique, puis que ça perdure, allez consulter une orthophoniste. Au départ, si l'enfant avait commencé à parler, puis qu'il arrête de parler, allez voir le médecin. Pas tout de suite l'orthophoniste. Allez voir le médecin. Ça se peut qu'il y ait de la cire dans les oreilles, simplement des bouchons de cire. Il n'entend plus, donc il ne peut pas se corriger, puis ça ralentit sa communication. Si c'est ça, youpi. Si c'est un problème de surdité, eh bien, ça va retarder, bien sûr, l'apprentissage du langage pour les enfants. Alors, c'est ça. Allez consulter une orthophoniste. Audiologiste, ça, c'est pour savoir s'il entend bien. Et orthophoniste, c'est pour la communication.